Bonsoir, bienvenue à ce webinaire en anesthésie avec le docteur Frédéric Rousseau-Blas. Ici Hélène Perra, vétérinaire. Je suis l'animatrice, la chanceuse qui entame ce lancement de service avec Frédéric. On va déjà être un peu plus convivial. Donc, ce soir, la thématique, on va parler de capnographie. C'est un webinaire qui est ouvert autant aux vétérinaires qu'aux tech. Avant de commencer, j'aimerais juste spécifier qu'on n'a pas encore arrêté le choix de la thématique. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, vous pouvez en parler, envoyer dans le chat un message à Frédéric. On n'a pas encore arrêté la thématique et la date pour le prochain webinaire, mais on fait un relâche pour où? C'est les vacances, on va en profiter. Et je dois aussi vous dire que c'est un départ en feu pour le service d'anesthésie. Donc, si vous prévoyez cet automne faire la formation, vous pensez que vous allez avoir là, des petits moments où vous avez des objectifs de peaufiner vos connaissances, vos compétences, booker rapidement vos formations parce que, comme on dit, ça s'en va là, comme des petits pains chauds. Déjà, Frédéric est très occupé. D'ailleurs, tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. Yes, ben en fait, bonjour à tous. Oui, première bonne nouvelle, en fait, en voyant la demande, là, puis surtout, je pense, les besoins pour du support au niveau autant à distance qu'en présentiel, puis aussi pour la formation, on a en fait décidé d'engager quelqu'un. Donc, on a engagé une rockstar, honnêtement. Bon, plusieurs qui la connaissaient. Elle s'appelle Valérie Fortin. Elle est une des seules 3 techniciennes spécialisées en anesthésie au Québec. Et puis, j'ai le bonheur de savoir que ça va être ma collègue à partir du 5 août. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de faire affaire, bien, en fait, de travailler, continuer à travailler avec elle finalement. Ça va être quelqu'un qui va pouvoir vous aider énormément pour vos cas sur place. Donc, elle va pouvoir venir faire des cas avec vous, elle va pouvoir faire de la formation. Puis, je sais qu'elle va être excellente. J'ai aucun doute. En fait, c'est moi qui va falloir qu'il remonte un petit peu mon niveau. Elle va me garder on my toes. Fait que j'ai bien, bien hâte. Puis, vous allez voir, vous allez l'adorer, j'en suis certain. Parfait. Petite question, si on a donc les demandes, si les gens veulent faire des demandes pour tes services, que ce soit avec toi ou Valérie, le lien demeure le même. C'est Ouais, sous l'ombrelle de l'anesthésie. C'est ça, chez exact. Yvette Mobile. Exact. Elle commence avec nous le 5 août. Fait que laissez-nous juste un petit peu de temps. On était en train de finir de s'organiser. On était juste vraiment excités de vous l'annoncer. Mais en fait, le code QR que vous avez là vous amène sur la page anesthésie de Yvette Mobile. Puis, sinon, vous pouvez juste aller sur le site de Yvette Mobile sous l'onglet anesthésie. Vous allez voir, il y a un formulaire, là, un bouton pour demander ses services. Dès que vous cliquez, ça vous amène au formulaire. Le formulaire, non seulement vous aide à vous guider un peu sur ce que vous avez besoin, mais va vous aussi vous clarifier la facturation, comment ça fonctionne. Puis après ça, moi, je reçois un message et bientôt, Valérie aussi recevra un message et on vous contacte là, pour préciser un peu c'est quoi la demande puis comment est-ce qu'on peut vous supporter finalement. Parfait. J'en profite pour juste parler rapidement de ta bio. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais tu as obtenu ton doctorat en médecine vétérinaire à la faculté à Saint-Hyacinthe en 2015. Tu as fait terminer ta résidence en anesthésie en 2020 et tu as passé tes boards en 2020. Donc, tout ça, c'est réglé. Et tu as été à CVL depuis. Et là, tu t'es joint à l'équipe d'Yvette Mobile. Donc, le but, c'est vraiment là, de faire profiter de tes connaissances aux généralistes du Québec et même peut-être un peu plus un jour, on l'espère, en faisant de la formation comme on le fait là à distance. Tu t'es joint à Yvette Mobile cette année et ça fait, mon Dieu, 6 semaines, puis tu es déjà super occupé. Donc, bravo. Si vous voulez trouver le formulaire, puis ça ne marche pas, le code QR ou vous l'oubliez, ou en tout cas, vous êtes en différé, allez sur le site web de yvettemobile.com, puis vous allez trouver le formulaire en question. Donc, ce soir, comment qu'on va procéder? C'est, Frédéric a monté une super présentation. Il y a quelques slides de théorie, puis après, on embarque dans des vidéos. Donc, on va avoir vraiment, là, tu as été super généreux dans le contenu. Vous restez aussi longtemps que vous le pouvez. Là, notre but, c'est pas de faire 2 heures. Tu as dit, tu aurais à peu près comme 1 heure de Je pense, contenu. je pense qu'une heure, c'est raisonnable. Ça dépend des questions. Une heure et quart, puis on arrêtera quand tout le monde sera rassasié de capnographie. Parfait. Donc, est-ce que tu veux les questions après chaque vidéo? Ce qu'on va faire, c'est qu'au début, on va passer un peu de théorie. Peut-être qu'il y aura
deux, trois petites sections de questions, je le dirai, puis à ce moment-là, peut-être tu pourras m'aider à prendre les questions qu'il y a. Puis après ça, à chaque vidéo, en effet, non seulement je vais prendre les questions, mais je vais aussi vous poser des questions. Je veux dire, qu'est-ce que vous pensez de ce vidéo-là? Fait que, tu sais, des fois, si je pose une question, n'hésitez pas à la répondre justement dans le chat de la formation. Puis c'est pour ça que vous allez me voir des fois regarder mon cell. C'est pas que je suis en train de jouer à Candy Crush, là. C'est que, en fait, je regarde juste vos questions. C'est plus simple pour moi d'avoir deux écrans comme ça. Puis on va pouvoir avoir peut-être quelque chose d'un peu plus interactif. Parfait. Et maintenant, la question qu'on reçoit, je reçois énormément de courriels, je vous dirais quotidiennement, je reçois aussi Messenger, même des fois des textos sur la fameuse nouvelle politique de l'OMVQ. Donc, je vais essayer de garder ça bref. On a eu plusieurs communications avec eux, savoir quelle était leur preuve que vous avez fait la formation continue. Donc, si vous nous écoutez en différé, très important, votre preuve, c'est vous mettez l'URL, le lien YouTube où vous avez trouvé cette formation-là, donc près dans votre écran, et vous allez la mettre dans votre dossier de formation continue. Pour ceux qui sont là ce soir puis qui vont rester là, vous n'êtes pas obligé de rester là jusqu'à la dernière seconde, là, j'utilise mon gros bon sens. Là. Ben, qu'est-ce que je fais? Je vais vous envoyer un courriel. Regardez, toujours dans vos indésirables, des fois, ils s'en vont là. Ça va être écrit attestation. Là, on coupe les choix en quatre, attestation, certificat. Là. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le nom du formateur, la date, le titre, puis la durée. C'est ça qu'ils veulent. Moi, je suis généreuse, j'ajoute le nom et pour ceux que j'ai les numéros de licence, mais je pense que je vais l'enlever puis ça crée trop de confusion. Je vous demanderai, s'il vous plaît, ceux qui l'écoutent en présentiel, là, directement, moi, c'est impossible pour moi de savoir vous êtes combien derrière l'écran. Fait que enregistrez-vous plusieurs, puis faites l'écouter, partez votre cellulaire, là, juste pour que je puisse voir qui l'écoute, là, mettez-les sur mute. Mais pour moi, c'est impossible de savoir. Puis là, je me ramasse à gérer plusieurs courriels après les formations. Donc, c'était ma petite demande. Sur ce, je pense qu'on est prêt à commencer. Yes, merci beaucoup Hélène pour la présentation, puis aussi juste la bonne gestion à chaque fois là, des formations. Ça facilite beaucoup le tout. Je fais juste regarder, on est 111, nice. C'est vraiment cool de savoir qu'il y a autant de gens là, qui veulent en apprendre plus sur ce sujet-là. Je vais essayer justement de vous donner, pour certains, une bonne base, pour d'autres peut-être une révision. Fait qu'on commence sur la Capno. Juste avant de partir ça, je voudrais remercier justement Valérie qui vient travailler avec moi, une collègue qui est aussi spécialisée en anesthésie, qui s'appelle aussi Valérie, donc qui me facilite beaucoup la tâche. Donc, Valérie et Valérie, Fortin et Geoffroy, ont un blog qui s'appelle VV Anesthésie, puis ont aussi une page Facebook, puis il y avait plein de vidéos de capnographie. Fait que je dirais peut-être la moitié des vidéos proviennent d'elle, puis l'autre moitié provient de ma banque sur mon cellulaire, finalement. Fait que je les remercie là, pour tout le contenu, c'est super utile. Donc, ce soir, on parle de capnographie. On va regarder qu'est-ce que ça mange en hiver, ça. Fait que comment ça fonctionne. Je vous dirais que dans les cliniques que je visite, c'est des stats très, très, très. Il y a beaucoup de statisticiens qui ne m'aimeraient pas là, parce qu'on n'a pas un N égal assez, là, mais je dirais peut-être un 30 à 40 des cliniques ont un capnographe. Puis dans ce 30 à 40 %-là, je dirais peut-être la moitié se sentent à l'aise de l'utiliser pour les problèmes de base. Puis l'autre moitié demande en fait de la formation, ce qu'on réalise. Là, fait que ça, c'est super. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est à quoi ça me sert en fait. Fait que c'est beau de savoir comment ça fonctionne, mais pourquoi est-ce que ça m'est utile? Pourquoi est-ce que ça diminue autant que ça le risque d'avoir des complications sévères comme des arrêts cardio-respiratoires? On va le revoir ensemble. Puis finalement, le plus important, si vous voulez mon avis, c'est un peu de pratique. Donc, tout plein de vidéos, comme j'ai mentionné. Puis on va essayer de rendre ça, là, on va essayer de rendre ça super, super interactif. Donc, on part. Comment est-ce que ça fonctionne, la capnographie? OK? On part ça simple. La capnographie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est peut-être vous avez déjà vu là, ce petit connecteur qu'on met au bout du tube endotrachéal entre le tube corrugué et le tube endotrachéal. Dans cette image-ci, en fait, le chien serait connecté à un capnographe. En anglais, on va dire side stream. Donc, ça veut dire que l'échantillon de gaz est collecté par la petite tubulure que vous voyez partir, qui est acheminée là, par une pompe, qui est aspirée jusque dans le moniteur. Et le moniteur va finalement analyser la quantité de CO2 là, qu'il y a autant à l'expiration qu'à l'inspiration. Okay? Donc, ce petit connecteur-là, l'avantage de ce side stream-là, puis je dirais que la plupart des cliniques, c'est ce qu'elles ont, même s'il y en a qui ont l'autre modalité que je vais vous montrer dans un instant, c'est que
tout ce qui analyse le gaz est loin du patient. Donc, on n'a pas grand-chose proche du tube, ce qui nous permet d'avoir peut-être moins de risques de bris, moins de risques aussi d'extubation là, par mégarde. Par contre, il y a des désavantages quand même. Il va y avoir un délai pour que l'échantillon soit aspiré jusque dans le moniteur. Donc, ça, c'est sûr et certain que ça peut fausser un peu la valeur parce qu'il y a de la dilution aussi. Et il y a aussi un délai de quelques secondes en général avant que la dernière expiration soit affichée. Je vais tout vous montrer ça tantôt. Je voulais partir avec ça, en fait, parce que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a différentes technologies. Donc, la deuxième technologie qui s'appelle Mainstream en anglais, c'est vraiment comme vous voyez, un moniteur qui est un petit peu plus gros, qui va être connecté directement au même endroit, donc entre le tube endotrachial puis le tube corrugé, mais qui va analyser à ce moment, à cet endroit-là, là, par onde infrarouge, qui va analyser finalement la quantité de CO2 qui est expirée ou qui est inspirée. Puis par la suite, il y a un fil électrique qui va transmettre ces informations-là au moniteur pour qu'elles soient affichées finalement. Donc, le connecteur ressemble à ça. Les avantages de cela, c'est qu'il y a beaucoup moins, en fait, il n'y a pas de délai. Il y a beaucoup moins aussi de risque d'avoir de la dilution. Donc, oui, ça l'ajoute de l'espace mort, mais il y a moins de dilution par rapport au fait que ça n'a pas besoin d'être aspiré jusque dans le moniteur. Aussi, si le patient, mettons, vous êtes en réanimation puis qu'il y a de la régurgitation, ben c'est sûr et certain qu'ici, ça va peut-être pouvoir affecter la mesure, mais ça ne va pas être aspiré dans le moniteur, donc moins de risque de bris ou moins de risque d'obstruction finalement qui nous empêche d'avoir une mesure. Donc, il y a plusieurs différences entre ces deux modalités-là. C'est des questions, n'hésitez pas à en poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Le side stream, le mainstream. Personnellement, j'ai peut-être une petite préférence pour le side stream parce qu'en plus, avec celui-là, on peut avoir évidemment d'autres choses qui sont analysées comme les gaz tels que l'isoflurane expiré. Donc, on sait exactement combien d'isoflurane dans notre chien. En général, ça se passe bien. Puis tout ça, évidemment, est acheminé à un moniteur. Le capnographe, ici, c'est le tracé bleuté que vous allez voir en bas. Donc turquoise, parce que je ne suis pas très bon dans les couleurs, là. Mais au final, ça va nous faire un tracé comme ça avec des valeurs de CO2 expiré, CO2 inspiré, fréquence respiratoire aussi. Puis on va tout voir à quoi ça nous sert dans un instant. Mais un point, puis j'ai mis ça ma première slide, c'est pas pour rien. Pour les cliniques qui ont un capnographe, s'il vous plaît, que ce soit le mainstream, donc celui qui est en bas, ou le side stream, celui qui est en haut. Il faut vraiment faire attention. Il y a des embouts pédiatriques qui se vendent, qui sont en général mauves, si c'est avec la compagnie Didicare que vous avez acheté ça. Sinon, évidemment, normalement, il y a un code de couleur, mais vérifiez. Okay, c'est très simple à vérifier. Quand vous regardez dans la lumière, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins d'espace. Donc, c'est comme si on faisait passer le jet d'air inspiré ou de gaz expiré dans une paille, finalement. Puis, pourquoi je veux mentionner ça? Pourquoi c'est important de savoir qu'il y a une différence? C'est que ces adaptateurs-là sont pas adaptés, justement, pardon, sont pas adéquats pour des patients de grande taille. Pourquoi? C'est que vous les intubez puis vous faites un effort finalement pour mettre le tube endotrachial le plus gros possible, sans résistance. Et là, vous allez connecter votre patient en pensant l'aider, parce que vous dites, hey, crime, la capnographie, on m'a dit que ça pouvait diminuer mes risques de complications, je vais l'installer, ou on vient de s'équiper puis je vais l'installer. Et là, vous l'installez sur quelque chose qui est tout petit, qui fait que le patient respire dans une paille finalement. Donc, ça ajoute énormément de résistance. Donc, un petit truc, en général, le capnographe ne devrait jamais être plus petit que l'air interne de votre tube. Et évidemment, pour les embouts pédiatriques, s'il vous plaît, inscrivez-le clairement dessus. Prenez-vous un P-Touch simplement, puis écrivez pédiatrique ou pas pour patients au-dessus de 5 à 7 kilos, par exemple. Ça dépend juste de la taille du tube que vous mettez. Donc, je voulais juste faire un point là-dessus parce que j'ai vu quand même plusieurs cliniques avoir des problèmes reliés à ça. All right? Donc, à quoi ça me sert la capnographie? Premièrement, beaucoup de gens me disent, ouais, mais Fred, nous autres, on a un oxymètre de pouls, puis ça va quand même bien. Ben, puis en général, quand on parle que ça va bien, ben, on dit, garde, dans les 2 dernières années, j'ai juste eu un décès. Je dis, OK, puis on fait combien de procédures par année? Ben, on fait à peu près 500 procédures par année. OK. Ben, ça veut dire que vous avez un décès sur 1000. Un décès sur 1000 chez les chiens, je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point, même si c'est juste 1 sur 1000, cet appel-là n'est pas facile à faire là, au client. Puis, au final, 1 sur 1000, c'est quand même pas mal plus que ce qu'on souhaite. T'sais. La moyenne, si on regroupe tous les patients en bonne santé en général, on va dire 1 sur 2000 à 1 sur 2500 chez les chiens. Et ça, c'était il y a à peu près 10 ans. Les nouvelles études qui sortent, on semble montrer une amélioration quand même légère de ce côté-là. Puis, une des choses qui a fait, je pense, un plus gros impact, c'est d'avoir plus de monitoring incluant la capnographie. Donc, pourquoi l'oxymètre de pouls n'est pas suffisant? Je vous explique en quoi il est utile
versatile, mais en quoi il est très limité par rapport à la ventilation. Donc, ça mesure la saturation pulsée de l'hémoglobine en oxygène. Donc, en gros, ça me dit combien pourcentage de mon hémoglobine contient de l'oxygène et ça me permet de savoir est-ce que finalement j'ai suffisamment d'oxygénation. L'oxygénation, super important, mais il n'y a pas juste ça. Quand je respire, mon but, c'est pas juste d'être oxygéné, c'est quand même un but important, là. Mais mon but aussi, c'est d'éliminer des déchets comme le CO2. Donc, en éliminant ce déchet-là, ça me permet qu'il ne s'accumule pas dans le corps du patient ou dans mon corps en ce moment et ça me permet justement de ne pas avoir d'effets secondaires par rapport à l'accumulation de ce déchet-là. Donc, quand on parle d'élimination du CO2, on parle de la ventilation. Quand on parle de l'absorption d'oxygène puis la saturation d'hémoglobine, on parle de l'oxygénation. Donc, l'oxygénation, c'est notre oxymètre de pouls. Les changements de ventilation. Donc, exemple, mon patient est sur 100% d'oxygène, la plupart des cliniques, c'est ce que vous utilisez. Puis arrête de respirer. Bien, c'est pas vrai qu'on va s'en rendre compte rapidement. Vous allez vous en rendre compte si vous regardez en dessous du drapé, ah, je ne le vois plus respirer. Ça, c'est sûr et certain qu'avec les yeux, on peut avoir une certaine évaluation de présence de respiration ou absence de respiration, mais pas bien plus que ça. Sauf que juste avec l'oxymètre de pouls, on va voir malheureusement un changement de désaturation. Donc, le patient va avoir une diminution de sa saturation jusqu'à éventuellement être cyanotique, donc être bleuté, en 2 à 5 minutes selon son état, selon comment il se ventilait juste avant, puis selon la concentration d'oxygène. Donc, il faut réaliser que quand on réalise ça 2 à 5 minutes plus tard, ben, on nous reste beaucoup moins de temps pour intervenir. Puis en général, quand les patients font un arrêt cardio-respiratoire, c'est relié à un arrêt respiratoire en premier qui cause une désaturation, qui cause un arrêt cardiaque. Okay? Nos patients, on a la chance qu'ils ne mangent pas du PFK, ils ne fument pas la cigarette, ou en tout cas, du moins, jamais avec leur plein consentement. Là. Des fois, c'est de la fumée secondaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne font pas de crise cardiaque. Ça peut arriver, là, je ne veux pas que les cardiologues me lancent des tomates, mais en général, en anesthésie, quand il y a un arrêt cardio-respiratoire, c'est un arrêt respiratoire qu'on n'a pas su détecter ou qu'on n'a pas su corriger, puis ça mène à une désaturation puis un arrêt cardiaque. Donc, l'oxymètre de pouls, super utile pour l'oxygénation, mais va détecter trop tard des changements de ventilation. Ventilation comme l'apnée, ça c'est extrême évidemment, mais ça aussi, ça va être lent à détecter. Juste de l'hypoventilation, ça ne va pas la détecter. Puis même vos yeux, vous allez voir, ben, ils respirent, mais ils respirent-tu moins que tantôt? On ne le sait pas. Aucune info sur le CO2, comme j'ai dit, les dangers, je pense que j'ai commencé à les mentionner. Puis, c'est quoi le problème avec le CO2 finalement? C'est que quand il s'accumule dans notre corps, dans le corps du patient, ben, il va causer des changements au niveau cardiovasculaire, des changements au niveau de la pression intracrânienne, des changements au niveau de la résistance vasculaire systémique, puis au niveau pulmonaire aussi. Donc, plusieurs changements. Puis éventuellement, quand il est tellement élevé, autour de 80 mm de mercure et plus, selon les patients, ben, entre 80 et 100 zones grises et plus de 100 définitivement, il va causer ce qu'on appelle un effet de narcose. Donc, votre patient se ventile tellement pas qu'il accumule un gaz en lui qu'il l'endort encore plus, ce qui va faire qu'il se ventilera encore moins. Le gaz s'accumule de plus en plus et on se ramasse malheureusement à faire des appels plates en fin de journée. Donc, vraiment super important. Quand on a cette information-là, ça nous aide tellement à diminuer les risques de complications, ça c'est sûr et certain. L'oxymètre de pouls, dernière chose, comme vous le savez pour tous ceux qui l'utilisent, la plupart des cliniques, vous en utilisez, vous en avez, c'est affecté par plusieurs artefacts. Donc, la plupart du temps, votre réaction, c'est de dire « Ah, la maudite pince, ça ne marche pas, je vais la replacer, je vais la replacer, je vais la replacer. » Puis par le temps qu'on prend ça au sérieux, ben, le patient va plus bien. T'sais. Fait que c'est juste pour dire comment l'SPO2 super utile. Je ne dis pas de le pitcher aux poubelles demain matin, c'est vraiment hyper, hyper utile et même recommandé là, dans les guidelines de monitoring, donc dans les lignes directrices de surveillance anesthésique. Mais si vous voulez mon avis, ce n'est pas suffisant pour diminuer les risques de problèmes respiratoires, donc oxygénation et ventilation. Donc, si on parle de la ventilation, on arrive à la capnographie. Ça mesure le CO2. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ça évalue la ventilation qui, si vous voulez, simplifie l'élimination du CO2. Ça nous permet de détecter puis de quantifier une hypoventilation. Donc, quand je ne me ventile pas assez, que mon CO2 s'accumule dans mon sang, et l'apnée, ça, vous la voyez immédiatement. Pas obligé de regarder en dessous du drapé, pas obligé d'être en train d'ausculter le patient. Vous allez le voir directement sur le moniteur, ce qui est fantastique. Ça nous informe rapidement aussi d'une autre chose que le SPO2 peut vraiment pas nous aider, à part dans un arrêt cardio-respiratoire, là. Puis même là, souvent, on ne va pas le croire, c'est que ça nous informe d'une chute de débit cardiaque. Okay? Donc, j'expliquerai dans un instant pourquoi, mais si pour une raison ou une autre, mon patient fait une grosse chute de pression, que ce soit un réflexe vagal, que ce soit un segment très, très aigu, quoi que ce soit, ben, cette diminution de débit cardiaque-là, elle va nous apparaître au niveau du CO2. Donc, ce n'est même pas juste la ventilation, mais ça nous aide aussi à déterminer de manière indirecte le débit cardiaque. Et donc, ça m'a sauvé plusieurs patients où je pensais que tout allait bien. Puis là, je vois le CO2 changer, puis je fais comme, oh non, qu'est-ce qui se passe? Puis ça me permet peut-être d'être une minute à l'avance pour pouvoir prendre des décisions, puis me questionner à qu'est-ce que je veux faire avec ce patient-là.
Une autre chose qu'on voit beaucoup de complications aussi, c'est que veux pas, des intubations, ça arrive des fois des intubations œsophagiennes. Donc, vous mettez votre tube, ça s'en va dans l'œsophage, je ne sais pas, dans la trachée. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que sans CO2, vous avez d'autres manières de vous en rendre compte. Des fois, la plupart des cliniques vont ausculter les deux hémithorax. Super pratique, c'est génial. Mais des fois qu'on ausculte rapidement, on peut manquer ce genre d'erreur-là, malheureusement, parce qu'on va entendre l'estomac se gonfler puis on pense que c'est les poumons là, si on écoute rapidement. Si on n'ausculte pas, honnêtement, à part la visualisation directe, pardon, très difficile de le confirmer. Lui, là, vous rentrez votre tube, boum, j'ai-tu un CO2? Non. Bon, ben, on va y laisser 2-3 secondes de délai. Là. Mais si je pense que si j'avais déjà un doute puis je ne vois pas de CO2, au pire, si vous avez un doute, vous pouvez déconnecter votre capno, vous soufflez dedans, puis si vous, il détecte votre CO2 à vous, ben vous doutez bien que c'est votre chien le problème, là, pas le moniteur. Mais juste pour dire que ça va nous en sauver bien des mauvaises intubations. Sinon, la prochaine fois que vous allez vous en rendre compte, c'est quand? C'est quand il désature encore là, 2, 3, 4 minutes, vous avez pré-oxygéné votre patient, puis là, ben, il est un peu tard là, pour s'en rendre compte. OK? Donc, en médecine humaine, les guidelines ont changé dans les années 90 où ça recommandait, en fait, ça obligeait, pardon, le CO2 sur tous les patients anesthésiés. Puis en 2008 ou 2010, je ne me rappelle plus exactement de la date, la fin des années 2000, même sur les patients sédatés. Donc, si vous avez juste une sédation, une twilight sedation, une sédation semi-consciente, si vous voulez, ils vont vous mettre un masque avec un capno dessus. Puis ce qu'ils se rendent compte, c'est que quand on combine l'oxymètre de pouls, que la plupart des cliniques ont, avec un capnographe et qu'on sait s'en servir, d'où votre présence ce soir, puis d'où la demande de formation là, qui est constante, bien, ce qu'on va voir, c'est qu'on diminue le risque de complications en médecine humaine, mais j'ai aucun doute de croire que ce serait les mêmes stats en médecine vétérinaire. On diminue le risque de complications respiratoires de plus de 90 %. Je rajouterais même qu'en médecine humaine, le risque de complications respiratoires, super important de le diminuer, mais ils ont beaucoup plus d'incidence primairement cardiaque de par les mauvaises habitudes de vie des gens, tandis que nous, la plupart des problèmes de décès, donc d'arrêt cardio-respiratoire périanesthésique, c'est d'origine respiratoire en premier. Donc, si on diminue ça de 90 %, vous allez voir que des appels plates, vous n'en ferez plus ou presque jamais. OK? Donc, je rappelle, chez les humains, le taux de mortalité périanesthésique, c'est 1 sur 50 à 100 000, jusqu'à 200 000 des fois selon les études, selon les types de patients. En médecine vétérinaire, malheureusement, même si on se force pour faire le meilleur travail possible, si on ramène tout le monde ensemble, peu importe votre niveau par rapport à l'anesthésie, ben, on est à peu près à 1 sur 2000 pour les chiens, puis 1 sur 900 pour les chats. Fait qu'il faut vraiment, vraiment se dire qu'on a du travail à faire. Puis ça, c'est des patients en santé. Je n'ai même pas mis les patients malades là-dedans. Fait que vraiment, là, je pense qu'une formation comme ce soir, puis la volonté que vous avez, je pense, de vous équiper puis de mettre à jour votre arsenal anesthésique, ça va nous pousser là, dans la bonne direction. All right. Comment ça fonctionne tout ça? On rentre dans le concret. Mesure du CO2 dans l'air inspiré puis l'air expiré. OK? Fait que dans l'air inspiré, je vous apprendrai quelque chose, à part avec les changements climatiques, on est supposé avoir zéro de CO2 dans l'air inspiré, OK? Des traces. Peut-être que si je laisse rouler mon Hummer, j'ai pas d'Hummer, c'est une blague, mais si je laisse rouler mon Hummer pendant 10 ans, ça va continuer à aller dans le mauvais sens, là, mais au final, 0 mm de mercure de CO2 inspiré, c'est ce qu'on vise, OK? Expiré, dans le CO2 expiré, ben, en fait, dans mon expiration, c'est normal que j'ai du CO2. Pourquoi c'est normal? Comme j'ai dit, c'est un déchet que mon corps veut se débarrasser. Donc, lui, il dit, ben, génial, les poumons ont l'air d'un organe tout à fait bien adapté pour évacuer un gaz. Donc, je vais sortir ce gaz-là qui est dissous dans mon sang, puis éventuellement qui va aller dans mes poumons. OK? Donc, de quoi ça va avoir l'air une courbe de capnographe, donc un capnogramme? Ben, on va avoir en fait mon CO2, qui est la courbe bleutée ici, qui va monter, puis qui va redescendre. Donc, évidemment, ça monte quand j'expire, puis ça redescend quand j'inspire. OK? Mon ETCO2, puis après ça, je vais pouvoir prendre des questions. Je vais m'arrêter après cette slide-là pour des petites questions s'il y en a. En fait, vous voyez, mon échelle des Y, c'est le CO2. Mais j'ai mis une ligne qui me parle du ETCO2. Donc, c'est quoi le fameux ETCO2? C'est en anglais, évidemment. Donc, c'est le end-tidal CO2, donc le CO2 en fin d'expiration. Pourquoi c'est important de parler de la fin d'expiration? Comme vous voyez, hein, au début de l'expiration, il y a plein de valeurs différentes de CO2. Tandis qu'en fin d'expiration, d'un, ça va avoir tendance à se stabiliser. Et c'est quoi que ça représente la dernière molécule de CO2 qui est sortie? Mais c'est celle qui est le plus proche, c'est celle qui vient juste de s'équilibrer avec mon sang. Donc, c'est elle qui est le plus proche de ma valeur sanguine, finalement. Donc, le TCO2, c'est une manière de quantifier c'est quoi le CO2 que j'ai dans mon sang. Comme la SPO2, en passant, peut-être je vais vous apprendre quelque chose, mais l'oxymètre de pouls, c'est une manière de quantifier la saturation en oxygène, mais on veut quantifier idéalement la pression artérielle en oxygène et la saturation artérielle en oxygène. Donc, la SPO2 va m'aider à quantifier la saturation artérielle en oxygène qu'on n'aurait pas autrement qu'en prenant un échantillon artériel beaucoup plus compliqué. Donc, on a plein de manières de mesurer des choses de manière plus simple
qui nous donne des valeurs très proches d'une valeur sanguine. Donc, c'est le TCO2. Et à partir de maintenant, j'ai toujours parlé du CO2 comme étant le TCO2. Donc, la dernière portion du CO2 expiré, celle qui est le plus proche d'être équilibrée avec le sang. OK? Donc, le TCO2, la valeur normale, on va le voir dans la prochaine slide, je pense. Donc, ici, selon vous, est-ce que c'est l'expiration ou l'inspiration? Si vous voulez écrire dans le chat quand je pose des questions, il n'y a pas de stress. Je ne laisserai pas trop de temps. Je pense que ça peut être assez clair, mais en général, si on voit le CO2 monter, génial, Sabrina, tu as bien raison, c'est l'expiration. Parfait. Par contre, je vais peut-être poser une question un peu tricky, mais pourquoi est-ce que le début de l'expiration, je ne vois rien? Tu sais, ce qui arrive, c'est que. Ah oui, parfait. Il y a des super bons points qui s'amènent. Le début de l'expiration, il n'y a rien. Je ne sais pas, je pense que vous voyez ma flèche ici. Hein? Ben, c'est normal, c'est que quand je me mets à expirer, c'est quoi le premier gaz que j'expire? Ben, c'est ce qui était dans mon espace mort anatomique qu'on appelle la bonne vieille trachée. Là. Si vous n'en avez pas, c'est plus dur là, de se rendre au travail. Donc, la trachée, en fait, il n'y a pas eu d'équilibre. Ouais, j'avais juste le mot anglais, je m'excuse. D'équilibre avec le sang. Donc, c'est normal que ce que j'expire en premier, il n'y ait pas de CO2 dedans. Ça, c'est parfait. Par la suite, on a une montée assez rapide du CO2 qui va être en fait l'équilibration avec les premières zones alvéolaires qui viennent jusqu'à mon moniteur, mon capteur. Et on a un plateau, un certain plateau qui a tendance à être pas 100% droit, mais qui continue légèrement à augmenter ou à être droit. Puis ça, ben, c'est vraiment l'équilibre de toutes mes différentes régions qui ne contiennent pas toujours exactement la même quantité de CO2 dans mon poumon. Donc ça, c'est expiration. Parfait. Inspiration maintenant. On le voit, dès que le patient inspire, ben, on veut que le CO2 retourne à zéro. En fait, Thomas l'amène un bon point. Pour ceux que ça intéresse, selon des études récentes, 0,23 mm de mercure dans l'air ambiant. T'sais. Fait que la plupart de nos moniteurs, en fait, sont arrondis au millimètre de mercure près. T'sais, on n'a pas des décimales. C'est pour ça qu'on va toujours parler de 0 à 2, 0 à 3 mm de mercure comme étant peut-être une valeur tolérable, mais la normale, on va dire que ça serait quand même zéro. Mais c'est sûr qu'il y a des traces, malheureusement. Et plus on se parle, plus il y en a des traces dans notre atmosphère. Donc, inspiration, ça retourne à zéro, c'est ce qu'on souhaite. On va voir des cas différents tantôt. All right? L'expiration en général, c'est souvent là où le patient est en cause. Donc, on a un problème qui fait en sorte qu'il y a trop de CO2 ou il n'y a pas assez de CO2 ou ma courbe, elle est bizarre. En général, l'expiration reliée au patient. OK? L'inspiration, maintenant, l'inspiration peut être reliée au patient, mais souvent reliée à l'équipement. Puis ça, c'est génial parce que c'est pas mal un des seuls moniteurs qui vous parle de votre appareil d'anesthésie, qui peut évaluer est-ce que votre appareil d'anesthésie en ce moment fait son travail comme du monde. OK? Donc, ça, hyper important. Puis je vous dirais que la plupart des complications graves qu'on a reliées à des problèmes respiratoires, il y a une bonne proportion que c'est relié à une mauvaise utilisation de l'appareil anesthésique. Pas que vous ne savez pas comment l'utiliser, mais on ne s'est pas rendu compte qu'il y a quelque chose qui était brisé. On ne s'est pas rendu compte qu'il y a quelque chose qui était fermé, qui devait être ouvert. Et ça, le CO2 va pouvoir vous le montrer là, en un instant. All right? Je voulais juste montrer l'autre petit graphique. Donc, quand j'ai parlé tantôt de la pression partielle de TCO2, donc le CO2 en fin d'expiration, bien, ce qu'on regarde, c'est qu'en fait, on voudrait réellement la PaCO2, donc la pression artérielle en CO2, qui serait beaucoup plus difficile à évaluer. Hein, ça nous prendrait un échantillon artériel. Vous voyez qu'il y a toujours une différence. Ça, c'est super important. Chez les petits animaux, ça va arriver beaucoup avec les espèces de plus grande taille, là, chevaux, vaches et tout, mais chez chats et chiens, on a une différence de n'importe où entre 2 à 5, 2 à 6, des fois 2 à 7 mm de mercure. Pourquoi je l'amène ici, ce point-là? C'est que des fois, les gens disent, ah, tu sais quoi, moi, mon CO2 à 60, donc ETCO2 à 60 mm de mercure, ben, je le tolère. Ben, juste pour vous dire, s'il y a des bonnes chances que ta vraie PaCO2, elle est à 65, 66, 67. Donc, il faut garder ça en tête parce que c'est pas mal plus haut que la normale qui est de 35 à 45. OK? Donc, juste garder en tête qu'il y a toujours une petite différence entre ce que le moniteur vous donne et la vraie valeur dans le sang du CO2. Je fais une mini-pause ici. J'ai vu beaucoup de bonnes réponses. J'ai vu un bon point de Thomas. Y a-t-il des questions? Il y a une question, mais je pense que dans tes vidéos, c'est dans le Q&A. Ben, je vais te lire. Au début, vous avez mentionné que le capnographe calcule l'isoфlurane. Quelle valeur sur le capno doit-on regarder pour voir ça? Je ne sais pas si tu vas attendre quand tu vas regarder. Ben, en fait, c'est une super question, puis je ne vais pas y répondre, fait que je vais répondre tout de suite. En fait, non, excusez-moi, le capnographe ne mesure pas l'isoflurane, c'est que le capnographe side stream, donc vraiment celui qui est connecté au bout du tube endotrachéal et qui aspire un échantillon de gaz, de par le fait qu'il aspire un échantillon de gaz, il n'aspire pas juste le CO2, il aspire tout ce qui passe par là. Donc, on est capable, en plus d'avoir sur notre moniteur, selon si, évidemment, on a acheté cette option-là, qui est en général beaucoup plus coûteuse normalement. Donc, la plupart des pratiques générales n'ont pas cette
cette option-là, je crois que c'est raisonnable, mais on est capable d'avoir une quantification de notre isoflurane, si c'est le gaz qu'on utilise, ou notre sévoflurane, ou n'importe quel gaz là, moderne là, qui est dans notre échantillon. Donc, ce n'était pas pour dire que le capnographe me donne mon ISO, c'est juste pour dire que si vous avez un side stream, on est capable, en plus dans votre moniteur, si le moniteur le fait et si on a choisi cette option, de pouvoir mesurer d'autres gaz, finalement. Je ne sais pas si ça clarifie un peu la question. Oui. Là, il y a quelqu'un qui a levé la main. Là. C'est toujours habituellement les gens qui lèvent la main, c'est une erreur. Ils ont accroché le bouton. Fait que juste m'écrire si vous avez vraiment levé la main parce que vous voulez parler, je vais vous activer. Parfait. Puis Pour l'instant. si on peut, favoriser les questions écrites, c'est sûr que c'est une question hyper compliquée à écrire, ben, peut-être qu'on pourra les activer, mais je me dis qu'en général, si on est capable de les écrire, ça va me permettre aussi de pouvoir les intégrer au fur et à mesure, mais ça va me faire plaisir là, d'écouter votre douce voix. Ben, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Donc, on a presque fini la théorie. Après ça, on rentre dans le vif du sujet, les petites vidéos. Que représente le CO2? Donc là, on parlait de l'ETCO2. ETCO2, c'est une manière indirecte de mesurer la PaCO2. On simplifie ça aujourd'hui. Là. À chaque fois que je parlais du CO2, là, on dit idéalement, ce serait la PaCO2, mais vraiment ce que vous mesurez, vous, c'est ce qui est expiré. Donc, ce n'est pas la valeur exacte. 5 à 7 de moins. Ça peut être moins que ça aussi selon le patient, selon comment vous utilisez votre appareil d'anesthésie. Mais qu'est-ce que ça représente, le fameux CO2 qu'on mesure? Premièrement, le CO2, de où il provient? Mais il provient de notre métabolisme, OK? Je ne vous dis pas que, oh mon Dieu, j'utilise mon CO2 pour évaluer mon métabolisme. Désolé si vous entendez mon chat miauler, il a décidé que le métabolisme, c'est quelque chose qui l'excitait. Mais le métabolisme, au final, on a besoin de notre oxygène pour faire de l'énergie, on va relâcher du CO2. Donc, si mon métabolisme est augmenté, peut-être que ma quantité de CO2, ma production de CO2 va être augmentée. Et si mon métabolisme est diminué, comme dans certains cas, en fait, comme dans certains cas d'hypothermie, par exemple, mais là, peut-être que ma production va diminuer. Je vais être franc avec vous, le métabolisme, c'est souvent ce qui change le moins, parce que s'il change beaucoup, on est vraiment dans le trouble en général, OK? Donc, la production, si je simplifie ça, elle est souvent très constante, OK? Avec une légère diminution à grande diminution si on est froid, mais sinon, c'est relativement constant. Pourquoi c'est important de parler de ça? C'est que si la production est toujours constante, mais qu'est-ce qui va déterminer ma quantité qui se ramasse dans mes poumons? Ben, c'est finalement ma circulation, right? Donc, mon débit cardiaque, la quantité de sang qui est évacuée par mon cœur à chaque minute, c'est elle qui va aller passer par les poumons, passer dans mes tissus, ramasser tous ces déchets-là, donc tous les déchets incluant le CO2, et les rapporter vers mes poumons où ils vont pouvoir être expirés. Donc, c'est pour ça que le CO2, si j'ai une chute soudaine de mon débit cardiaque, que ce soit un arrêt cardio-respiratoire ou que ce soit juste un collapse vasculaire sévère avec une hypotension sévère qui, s'il n'est pas traité, va mener là, à un arrêt cardio-respiratoire, mais on va le voir tout de suite. Je vais être franc avec vous, si vous me laissez un moniteur dans une situation critique où le patient a des risques de faire un arrêt, ben c'est le CO2. Pourquoi? On va en voir tantôt, c'est ce que je viens de mentionner. En plus, c'est un des 2 moniteurs qui est hyper utile lors d'une réanimation cardio-respiratoire. Donc, c'est vraiment, vraiment un moniteur hyper utile. Par la suite, ce débit cardiaque-là va amener mon CO2 à mes poumons. Et là, mes poumons, leur travail, c'est entre autres, là, ils ont plein de travail. Je ne veux pas simplifier trop la physiologie respiratoire, mais ils vont éliminer le CO2 et ils vont aussi permettre l'absorption de l'oxygène puis transmettre l'oxygène, finalement, l'absorption dans le sang. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'élimination du CO2. Donc, on parle de production, de comment c'est acheminé aux poumons et de comment c'est éliminé par les poumons, right? Donc, on va toujours garder, quand on va regarder des vidéos, selon vous, il y a où le problème? C'est-tu qui en produit trop? C'est-tu qui est trop ou pas assez amené aux poumons? Ou c'est-tu que les poumons l'éliminent ou pas assez? Right? Mais il y a une quatrième chose sur laquelle ça nous donne des informations, c'est le reflet du bon fonctionnement de l'équipement, right? Donc, votre patient peut être en parfaite santé. Si vous décidez de fermer la valve d'échappement des gaz, la valve APL valve, là, la valve des gaz d'échappement, pardon, ben, vous allez avoir un grave problème parce que votre système va se pressuriser, votre patient ne sera plus capable de respirer. Première chose qu'il vous l'aurait montré, sûrement même avant votre alarme, ça va être votre CO2. Vous allez voir que le patient ne peut plus respirer. Soit arrête de respirer ou se met à faire des petites respirations rapides, puis vous allez pouvoir le détecter assez rapidement. Évidemment, comme dans toutes les formations que je dis, et je vais le répéter là, même si ça n'a pas nécessairement rapport, c'est hyper important dans vos cliniques d'avoir une alarme de surpression, OK? Vos appareils d'anesthésie. Quand il y a la pression en monte dedans, donc que ce soit volontaire ou pas, il faut absolument qu'il y ait un bruit, qu'il y ait quelque chose de sonore. Ça va vous sauver énormément de patients parce qu'on n'est pas à l'abri un jour d'être un peu distrait, puis de, malheureusement, en voulant ventiler un patient, de laisser la valve fermée, surtout si on a des valves qui sont non sécuritaires, donc ceux qui ne se réouvrent pas seuls. All right? Donc, je résume. De où vient mon CO2, le métabolisme, comment il est apporté à mes poumons, perfusion, donc débit cardiaque, et comment il est éliminé du corps, ben justement par la ventilation. Et en plus, mon CO2
surtout dans la phase inspiratoire, comme on a dit tantôt, ça me parle du bon fonctionnement de l'équipement. All right. Valeur normale de CO2, tantôt on l'a dit, 35 à 45. Donc, quand on est plus haut que 45, on a de l'hypercapnie, donc un CO2 qui est trop élevé. Sur un tracé de capnographe, on va en parler tantôt dans un instant des tracés, mais sur un tracé de capnographe, on va voir que notre valeur, elle est augmentée. Vous voyez à droite ici, on aurait un trend, donc ça continue à augmenter ou ça pourrait être toujours augmenté. Donc, le TCO2, c'est la dernière partie ici. Il est au-dessus de mon 45, par exemple. Donc, on va avoir à ce moment-là de l'hypercapnie. Puis, il y a plein de causes. On va parler de ces causes de tantôt. Le TCO2, 45 à 55, donc c'est plus haut que 45. Mais entre 45 et 55, en anesthésie seulement, et ça, c'est super important. C'est pas parce qu'on est paresseux, je vais l'expliquer dans un instant, mais en anesthésie seulement, on le tolère parfois et on le tolère en connaissance de cause. Donc, on appelle ça l'hypercapnie permissive. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je tolère que mon CO2 soit un peu plus haut. Pas parce que je suis paresseux et que je n'ai pas le goût de le gérer, mais parce que deux choses. Je sais pourquoi c'est le cas, donc pourquoi mon CO2 est plus haut. La raison est souvent que j'ai donné des drogues à ce patient-là. Il est anesthésié. Ça se pourrait que ça diminue là, ma ventilation. Puis en plus, vous prenez tous le temps de faire une chose hyper importante qui est d'intuber votre patient. Donc, vous avez l'outil parfait pour remédier à la situation. Donc, en général, quand je connais la source d'un problème, la cause d'un problème et que je sais que je peux facilement le régler, bien là, des fois, je me permets d'être un peu plus patient avant de le régler s'il n'y a pas trop d'effets néfastes. OK? Donc, hypercapnie permissive, je le tolère pour une troisième raison. Donc, je connais la cause, je peux le régler facilement. Et ça peut avoir des effets sur le système cardiovasculaire qui augmentent un petit peu. Je ne veux pas dire que ce n'est pas du tout un traitement de l'hypotension, là, vraiment pas, s'il vous plaît. Il ne faut pas que ce soit ça la conclusion, mais ça peut favoriser à maintenir des pressions un petit peu plus élevées que si je les hyperventilais tous ou si je les ventilais de manière plus agressive. All right? Parfait. ETCO2 moins de 35, c'est de l'hypocapnie, donc une quantité de CO2 qui est diminuée. Sur un tracé, ben de quoi ça aurait l'air, en fait? C'est que vous voyez, hein, mon petit plateau, le TCO2, c'est la dernière valeur ici avant que ça redescende, mais c'est plus bas. On pourrait avoir un trend aussi où ça pourrait juste être toujours bas et stable, mais ici, sans même voir ma valeur qui est affichée, juste en gardant mon tracé, je sais que j'ai de l'hypocapnie. Et finalement, on peut avoir notre TCO2 tellement bas, souvent dans les études, on parle en bas de 15 mm de mercure, qu'il faudrait qu'on se pose la question, est-ce que c'est compatible avec un arrêt cardio-respiratoire? Okay? Donc ici, on a un CO2 super bas, là, il n'y a pas vraiment de valeur affichée à côté, mais croyez-moi, c'est en bas de 15 là, à la deuxième et à la troisième petite bosse. Même si je le bague, ça ne va pas plus haut que 5, 10, donc c'est en bas de 15. Il faut vraiment, vraiment rapidement. Ça peut être d'autres choses, mais la chose la plus grave, on s'entend que c'est un arrêt cardio-respiratoire, donc c'est ce que je vais regarder en premier. Ça fait-tu du sens pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Je vois des questions dans la discussion du webinaire, mais y en a-tu dans le Q&A? Non. Non, il n'y a pas de Parfait. question. Il y en a une, il y a une question qui vient de Thomas s'ajouter pose une super bonne question. Donc, chez les patients sédatés, on peut très bien utiliser le capno chez les patients sédatés. Par contre, ça nous prend idéalement le side stream. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on peut, ça dépend de la taille du patient, mais chez les gros chiens ou même les chiens de moyenne taille, on peut les rentrer là, doucement, si la narine le permet, là, le side stream, en fait, donc l'embout, là, pas l'adaptateur qui se connecte au tube ventricular, mais vraiment ce qui se dévisse, qui est tout petit, là, qui est de la taille d'une microtubuleur, on peut le rentrer puis le mettre vraiment à l'entrée de la narine. Souvent, peut-être ça va déranger votre patient ou ça peut un peu trop obstruer cette narine-là, quoique c'est pas grave si on obstrue une narine, là, mais ça se fait. Le plus simple, sinon, c'est de mettre un masque à oxygène avec un débit d'oxygène qui est suffisant, mais pas trop haut pour diluer notre échantillon. Puis on glisse là, notre side stream dans le masque à oxygène. Donc, à chaque fois qu'il expire, ben, je vais voir au moins une petite tracée. La valeur sera sûrement pas fiable, on aura trop de dilution, mais au moins, vous allez pouvoir, durant votre sédation, toujours avoir une bonne idée. Hey, mon patient, il respire, je vois là, des petites valeurs d'augmentation de CO2. Donc, je sais qu'il y a un mouvement. S'il y a un mouvement, ben, au moins, je peux me dire qu'il y a une ventilation. Je ne peux pas vous dire si absolument il n'est pas hypoventilé, mais au moins, je sais qu'il n'est pas en apnée complète. Deuxième question que je vois de Dr Michaud. Je vois habituellement un capno entre 25 et 40. Est-ce que je dois m'inquiéter? Super bonne question. Ça, j'en parle dans les vidéos. OK, fait qu'on va voir pourquoi, en général, la plupart de nos capnos dans les cliniques ont tendance à être basses. Puis il y a des choses qu'on peut contrôler qui vont vous aider à avoir des meilleures valeurs. Ouais. All right. Des dessins que ça se peut qu'ils vous donnent mal au cœur, mais on va passer ça rapidement. C'est juste pour expliquer, en fait, une des choses, puis c'est en lien avec la question du docteur Michaud.
Donc, ici, vous voyez un dessin de système circulaire, OK? Ouais, c'est ça, un dessin, un diagramme du système circulaire. Le système circulaire, la personne qui l'a inventé, j'aime toujours dire que j'espère qu'elle a eu au moins une augmentation ou du moins une petite reconnaissance. C'est compliqué, OK? Il y a des valves, il y a de la chaude sodée, ça fait que ça tourne toujours dans le même sens. On peut réutiliser des gaz qui sont expirés. Si on regarde le système Bain, je ne veux pas être méchant, mais je ne dis pas que je l'aurais inventé, mais ça se peut que ça se soit fait autour d'une table avec un petit verre dans le nez, là, dans le sens où ça n'avait pas l'air trop complexe, OK? Donc, le système Bain étant plus simple, va nécessiter évidemment, va avoir des désavantages. Un de ces désavantages-là, c'est que le débit d'oxygène à utiliser sur le système Bain est beaucoup plus élevé, environ 10 fois plus élevé. Là, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des ressources qui parlent de d'autres débits, là, que vous me dites 20 à 50, 10 à 30, on est dans les mêmes jeux là, pour le système circulaire, puis 150 à 250, 200, 400, on est proche là, pour le système Bain. Je mets quelque chose de large pour que vous voyez qu'il y a un ratio d'à peu près 10. Pourquoi c'est important de savoir ça? Puis si ça va en lien avec la question du docteur Michaud, c'est que avec un débit de 10 fois plus gros, qu'est-ce qui arrive à mon petit CO2, moi, que j'essaie d'expirer là? Admettons que je me transforme en petit shot de 3 kilos, là, puis j'essaie d'expirer du CO2. Puis là, je dis, ah, s'il vous plaît, moniteur, mesure ce CO2 que je te donne si gentiment avec mon expiration. Puis là, j'ai une marée d'oxygène qui vient puis qui dilue tout cet échantillon-là. Donc, ce qui arrive, c'est que sur un système circulaire en général, on a des tracés de capno qui ressemblent à ça. Donc, on va avoir vraiment des plateaux, ce qui est considéré comme la normale pour la plupart des gens. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la normale sur un système Bain, en général, ce n'est pas des plateaux. Mon plateau existe, mais le CO2, dès qu'il monte, il est tout de suite dilué, puis on a un retour vers le zéro parce que justement, il y a ce débit d'oxygène-là qui vient tout comme scraper ma mesure. Ce n'est pas vraiment scraper la mesure, mais qui vient faire un artefact de dilution sur mon CO2 expiré. Donc, en général, on demande toujours d'utiliser le débit d'oxygène le plus bas possible. Si je le diminue trop, mon patient va se mettre à réinspirer du CO2, ce qu'on va voir tantôt. Mais si j'en mets trop haut, donc si là, sur tous mes patients, j'ai du 3-4 litres minute sur mon système Bain pour les petits patients, par exemple, bien, c'est sûr et certain que souvent, on voit des chats à 18, 20 mm de mercure de TCO2. C'est souvent un problème de dilution. Ça peut être un problème d'espace mort trop grand aussi, mais ça, on en parlera tantôt. En général, c'est vraiment un problème de dilution. Donc, c'est un début de réponse pour votre question, Dr. Michaud. On va continuer à le voir là, dans les prochaines slides. All right? Donc, grosse différence sur c'est quoi la normale de capnographe selon si mon patient est sur le système circulaire ou selon si mon patient est sur le système Bain. Vraiment important à comprendre. Puis, souvent, pas quelque chose qui a été couvert là, assez, puisque les gens se posent toujours des questions. Hey, pourquoi ma courbe, elle est changée? Ben, tu n'es juste pas sur le même système. All right? Et la dernière slide de théorie, puis après ça, des vidéos à l'infini, des tonnes de copies, en voulez-vous. Donc, comment ça fonctionne, le TCO2, dernière chose. C'est quoi les causes d'un TCO2 augmenté? Je vais les passer brièvement parce qu'on va les voir dans les vidéos, mais je voulais quand même qu'on en ait discuté ensemble. Les causes de notre TCO2 augmenté, bien, premièrement, est-ce que mon éboueur, là, qui est mes poumons, est-ce qu'il ne permet pas d'éliminer assez le CO2? Donc, ma ventilation des alvéoles pulmonaires, là, ma ventilation alvéolaire, est-ce qu'elle est diminuée? Souvent, nous, quand on regarde, on dit, ben non, mon patient, il se ventile, c'est sûr qu'il est correct, parce qu'on regarde juste la fréquence respiratoire. Mais il ne faut pas oublier, que la ventilation, c'est la fréquence respiratoire fois le volume de chaque inspiration-expiration, donc le volume tidal. All right? Donc, vous pouvez facilement quantifier la fréquence respiratoire, mais c'est pas mal plus compliqué de se dire, je crois qu'il a bougé exactement 7 ml par kilo de volume tidal. All right? Donc, le TCO2 va pouvoir vous aider tout de suite à voir s'il y a une hypoventilation. Deuxième chose, on en a parlé tantôt, chute drastique augmentation du débit cardiaque. Donc, des fois, là, je traite de l'hypotension, les gens disent, hey, son CO2 a augmenté. Je suis comme, bonne nouvelle, il était bas parce que son débit cardiaque était tellement bas que ça l'affectait son CO2. On va le voir dans un des exemples. Augmentation de la production. J'ai dit qu'en général, c'était assez stable. Il y a quelques exceptions. Un patient très, très, très hyperthermique pourrait avoir une production de CO2 augmentée. Les choses qui l'augmentent le plus, c'est malheureusement certains chiens, beaucoup plus rares là, au Canada, puis au Québec encore plus rares selon les rapports les quelques rapports qui existent, mais l'hyperthermie maligne, plus fréquent chez d'autres espèces. L'hyperthermie maligne, entre autres chez le cochon, là, beaucoup plus fréquent, mais c'est un problème métabolique qui fait en sorte qu'on devient dans un état hyper métabolique, puis on a finalement un métabolisme tellement augmenté qu'évidemment, ma quantité de CO2 augmente, puis est très difficile à contrôler. Là, je vous rassure tout de suite, là, tout le monde qui m'a appelé pour me dire j'avais un chien en hyperthermie maligne, c'est pour ça que je ne pouvais pas contrôler le CO2. Je vais être franc avec vous, si vous avez un chien en hyperthermie maligne, la plupart du temps, c'est fatal. OK? Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des cas qui semblent pas nécessairement être complets comme phénotype. Donc, on a une certaine hyperthermie maligne, mais rapidement, si on arrête les gaz, ça arrête.
Comment c'est déclenché? La plupart des drogues volatiles vont les déclencher. Donc, isoflurane, sévoflurane va déclencher ça. Et je vous rassure, c'est extrêmement rare. Okay? Donc, arrêtons de penser que tous les cas de CO2 augmenté, c'est de l'hyperthermie maligne. Vous allez le savoir, votre patient va être hyper chaud. Votre thermomètre ne pourra même plus mesurer sa température. Il va déjà être en rigor mortis, souvent avant même d'être mort ou presque avant même d'être mort. Puis vous ne pourrez sûrement pas enlever le tube de sa bouche parce qu'il aura déjà clenché sa bouche, malheureusement, sur le tube. Pourquoi j'ai l'air de aussi bien savoir c'est quoi? C'est que ça m'est arrivé et ça va être dur à oublier. All right. Et puis, ben, question, là, c'est moi, ça vient de moi. Ouais. Cochon vietnamien. Cochon vietnamien qui fait ça, Oui, mettons. Ben, oui. il y a des drogues qui existent, mais en général, ce n'est pas une drogue qu'on a. C'est un relaxant musculaire qu'on n'a pas en formule injectable. On l'a en formulation Peros, mais sans la formulation sans la formulation injectable, c'est impossible là, à traiter. Donc, je vous dirais, si vous avez un doute, OK, ce que vous allez vouloir faire, c'est juste de déconnecter complètement les agents volatiles et de retirer ce patient-là de ce système-là, parce que même la moindre trace qui va rester souvent dans votre système est suffisant pour continuer à déclencher ça, puis faire un refroidissement actif. Donc, glace directement sur le patient, de l'eau sur les pattes, puis on refroidit, on refroidit, on refroidit. Donc, ça, c'est super important. Puis, comme je vous dis, en général, malheureusement, on n'a pas les outils pour bien traiter ces patients-là. En médecine humaine, quand on a des historiques familiaux, c'est des tests qu'ils vont faire génétiques. Puis, quand vous êtes identifié comme étant porteur de ce gène-là, ben, ils vont vous anesthésier avec aucun, ben d'un, avec beaucoup plus d'attention et avec aucun agent volatile finalement. Ils vont utiliser des machines qui ont été flushées pendant plusieurs minutes à heure ou des machines qui n'ont pas d'agent volatile dedans et ils auront aussi les agents pour traiter là, cette problématique-là. Ça marche? Réinhalation de CO2, bain versus circulaire. Donc, évidemment, si mon patient réinspire vraiment beaucoup, beaucoup de CO2, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que plus j'en inspire, plus j'en ai, et en plus, je dois en éliminer, donc ça se pourrait que mon ETCO2 augmente. Cause d'un ETCO2 diminué maintenant. Donc, ETCO2 diminué, c'est tout l'inverse. Donc, ma ventilation, elle est trop importante par rapport à ma production, par rapport à mon apport. Donc, fréquence respiratoire, volume tidal augmenté. Exemple, je me réveille, j'ai mal ou d'autres problèmes. Diminution du débit cardiaque. Là, moins bonne nouvelle. Donc, pour une raison ou une autre, hypotension sévère, hypovolémie sévère qui fait en sorte que le débit cardiaque est diminué. Il y a d'autres causes un peu plus graves et moins fréquentes, heureusement, qui sont, c'est pas des causes de chute du débit cardiaque, mais pour les puristes, en fait, débit cardiaque devrait être dans la section augmentation de l'espacement alvéolaire. On n'ira pas là-dedans. S'il y a des résidents qui veulent que je les entretienne là-dessus, on ira prendre un verre, mais sinon, c'est tout. Donc, embolie, pression, embolie pulmonaire, évidemment, va causer une grosse diminution de votre TCO2, voire même une disparition de la TCO2, puis en général, des conséquences assez graves que vous allez le réaliser. Là. Ou sinon, si vous ventilez votre patient trop fort, que ce soit avec un ventilateur ou avec votre main, là, vous montez à 18, 20, 25 cm d'eau pardon, à chaque inspiration. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va aller tellement surinsuffler, je décide que c'est un terme, surinsuffler là, les alvéoles, qu'on écrase les vaisseaux. Puis là, ben, les vaisseaux, ils se disent, ben, moi, je ne peux plus passer par là, fait que je ne vais pas décharger mon CO2 et finalement, j'ai moins de CO2 qui est expiré. All right? Diminution de la production, ça, c'est beaucoup plus fréquent que l'augmentation. Là, je sais que j'ai fait un petit rant sur l'hyperthermie maligne, mais je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment rare, heureusement. Le jour où c'est fréquent, il va falloir qu'on se jase, puis qu'on jase avec les éleveurs aussi. Et diminution de la production de CO2, hypothermie, ça, très, très fréquent. On va pouvoir en parler tantôt. Et finalement, il y a aussi des causes non reliées au patient. Donc, problème d'échantillonnage. Exemple, dans l'exemple du docteur Michaud, par exemple, la plupart de mes patients, le débit d'oxygène est super élevé, vraiment super élevé, donc dilution trop importante. Ce qui arrive, c'est qu'on voit un CO2 à 22, mais la réalité, c'est qu'il est réellement à 32, 35. T'sais. Comment je pourrais faire? Ben, juste en diminuant mon oxygène à des débits raisonnables qui ne causent pas de réinspiration, mais qui sont suffisantes pour le patient, d'où les calculs que j'ai laissés dans la présentation, ben, on va pouvoir avoir une meilleure valeur. Là. Donc, rapidement, je diminue. Ah, ça l'augmente. C'était juste la dilution. Des fois aussi, des patients qui expirent à peine. T'sais, si je m'hypoventile, mon CO2 augmente, mais des fois, si je respire à peine, je suis le bord d'être apnéique, mais là, mon volume tidal expiré est tellement faible que ce n'est pas détecté ou que c'est dilué dans mon ETCO2, puis là, ben, ça va faire que c'est bas. Fait que vous voyez qu'il y a plusieurs causes, il y a des affaires très fréquentes, il y a des affaires plus avancées. Je vous dirais qu'aujourd'hui, on va se focusser sur des affaires plus fréquentes et plus simples aussi. Puis s'il y a des gens qui disent, moi, là, le matin, le midi, le soir, je lis juste des choses sur le CO2, ben, tant mieux pour vous, good. Vous pourrez sûrement m'apprendre plein d'affaires. Puis ça me fera plaisir de discuter des cas plus avancés avec vous. Puis j'ai une formation aussi là, pour les gens, peut-être avec un niveau plus avancé. All right. Parfait. Fait On n'a pas de que, questions, fait qu'on peut embarquer, je pense, direct dans la vidéo.
Fantastique. Je prends juste une Une mini petite gorgée. gorgée. Ben, s'il y a des gens, si vous avez des questions, gênez-vous pas, c'est le bon moment. Oh, je pense C'est que je fascinant, t'es vois. tellement bon, t'es vraiment un bon pédagogue. Ben là, c'est gentil. Attendez, je pense que je vois une petite question. Non, non, ça j'ai répondu. OK, je suis désolé. Promis, je ne suis pas sur Candy Crush, puis je ne vous dirai pas à quel niveau je suis parce que c'est un peu gênant. All right. Donc, un peu de pratique. Ça, c'est pas une vidéo, c'est une image, là. Mais on commence avec une image, puis là, c'est là où je vais impliquer vos cerveaux à 17h52 en ce lundi soir. Sur cette image-là, par rapport aux images plutôt normales que je vous ai montées précédemment, qu'est-ce qui semble différent? Vous pouvez me dire tout de suite la cause, vous pouvez me dire c'est quoi qui est anormal. Donc, Thomas dit inspiration trop haute. Inspiration de quoi? Je sais que tu le sais, mais le in CO2 trop haut, parfait. Donc, mon CO2 inspiré, il est trop haut. 100% d'accord avec vous. On se rappelle, il devrait être, somme toute, à zéro, right? On va tolérer 0 à 2, 0 à 3. C'est toléré, mais la normale, ce serait zéro. Là, je vais vous le dire tout de suite, puis peut-être ça va choquer des gens, mais le CO2, je l'évalue très rarement par les chiffres qui sont écrits ici. OK? La plupart des gens, eux, tout ce qu'ils regardent, c'est les chiffres. Ils disent, ah mon Dieu, 25 d'inspiré, 40 d'expiré. J'ai toutes ces informations-là juste en regardant mon graphique. OK? L'inspiré, je devrais voir ça revenir à zéro ici. Je pense que vous voyez ma flèche, là. Je ne sais peut-être pas si c'est super gros, là, mais dans l'enregistrement, vous allez le voir. Donc, vous voyez, c'est supposé revenir à zéro ici, mais ça ne revient pas. Donc, tout de suite en regardant le graphique, sans même regarder mes valeurs, je le sais que j'en ai du CO2 inspiré. Par la suite, je vais regarder pour avoir une idée de la quantité, mais tu sais, si mon échelle, bon, là, sur ce type de moteur-là, c'est pas super bien gradué, là, mais j'ai 75, donc ça, c'est à peu près 37, la moitié de 75. Tu sais, je sais que j'ai quand même une bonne quantité de CO2 inspiré, right? Puis sinon, le plus haut que ça monte, ben, c'est en haut de 37, je vais être pas loin de 40. Donc, juste en regardant mon graphique, j'ai toujours pas mal toutes les informations dont j'ai besoin et surtout, je me fais beaucoup moins mentir, OK? Parce que les chiffres à droite, ils sont utiles, mais souvent, ils vont vous mentir, all right? Donc, il faut juste faire attention de ce côté-là, mais ici, tout à fait bonne raison, on a du CO2 réinspiré. Pourquoi est-ce que j'ai du CO2 réinspiré selon vous? Donc, qu'est-ce qui pourrait être une cause de CO2 inspiré? Puis surtout, c'est quoi l'information que j'ai besoin pour pouvoir vous donner mon diagnostic différentiel? C'est quoi dont j'ai besoin? La première chose que je vais vous demander au téléphone quand vous m'appelez avec ce genre de questions-là, pour pouvoir vous dire ce qui se passe selon moi. Donc, on parle trop d'espace mort, too much dead space, absorbeur saturé. Selon vous, c'est quoi que j'ai besoin de savoir qui va me permettre de déterminer, ah, parfait, Marie-Claude, très bon point, quel circuit? Donc, sur quel circuit je suis? Suis-je sur le système circulaire ou sur le système Bain? Sur le système circulaire, pas du tout les mêmes causes de CO2 inspiré que sur le système Bain, right? Sur le système circulaire, j'en ai vu passer, donc absorbeur saturé. Donc, je n'ai pas changé mes granules de chaux sodée. Puis là, ben, il ne fait pas son travail. Donc, ce qui est expiré n'est pas éliminé, neutralisé dans le CO2 et je le réinspire. Bonne réponse. Y a-t-il une autre cause classique, je vous dirais, de CO2 réinspiré sur un système circulaire? À part l'absorbeur saturé. Une autre partie du CO2, une valve bloquée. Tout à fait. Pas bloqué en position fermée, par contre, parce que ça va juste faire une surpression de votre système, mais bloqué en position ouverte. Ouais, bon point, Rosie. Donc, désolé, il y a des gens que j'appelle, je réalise, il y a des gens que j'appelle par leur prénom, donc j'appelle par leur nom de famille. C'est juste qu'il y a plusieurs personnes que je connais, mais je vais essayer de rester formel. Fait que, au final, une valve bloquée en position fermée, ça va faire ça. Vous allez le voir sur votre système circulaire, mais sans CO2, vous n'allez jamais remarquer ça. Là. Vous avez tellement de choses à gérer. Là, je verrai ça, je fais, hey, ma chaux est correcte, on l'a changé la semaine passée, j'ai mis la date dessus, ou du moins, je vois encore du mauve, OK, nanana. Oh, ma valve, je tape dessus, elle retombe en position normale, puis ça redevient tout à fait normal. Donc, sur un système circulaire, pour couvrir là, les plus simples, parce qu'il y en aura toujours des un peu complexes, là, mais chaud, saturé ou non remplacé ou complètement épuisé. Là. On a une valve bloquée en position ouverte. On va avoir aussi un mélange. Souvent, vos tubes, c'est des tubes coaxiaux, donc on a un tube inspiratoire dans un tube expiratoire. Si le tube inspiratoire, il est affecté, il est troué, bon, on a un gros mélange de tout ce qui est inspiré, expiré, finalement, puis on va avoir du CO2 inspiré, puis sinon l'espace mort, en effet. Sur un système Bain maintenant, sur un système Bain, qu'est-ce qu'on a comme fuite dans le tube corrugué? Yes, super. Génial. Je n'avais même pas vu, mais très bonne réponse. Ça, c'est vraiment génial. Quoi faire si elle ne se referme pas la valve? Juste donner un petit coup dessus. J'ai jamais vu une valve qui était
pognée au point où elle ne se refermait plus. Si c'est le cas, éventuellement, maintenant, on peut dévisser le socle et aller la replacer. Mais faites attention, quand on va jouer avec ça, commencez à dévisser les machines. Il y a des choses qu'on pourrait déplacer qui causent des problèmes pas mal plus graves sur votre patient. Fait que normalement, une table douce, là, pas le sledgehammer de la troisième corde, là, mais une table douce devrait pouvoir vous permettre là, de la replacer. Puis si elle colle tout le temps, ben, c'est sûrement qu'il y a beaucoup d'humidité dans votre système. Fait que ce serait peut-être temps d'essayer de regarder comment est-ce qu'on les assèche. On peut vous aider avec ça. Valérie, qui se joint à mon équipe, je le répète, je suis hyper content, va être beaucoup mieux placée que moi pour vous montrer comment elle fait ça parce que c'est elle qui souvent peut s'occuper de ce genre de situation-là. Et comme je vous dis, on va être un double-headed dragon. On va pouvoir vous aider sur toutes ces situations-là. Système Bane, maintenant, ce serait quoi les causes? Pour ça, on passe aux prochaines situations. Système Bane, il n'y a pas de valve. Système Bane, il n'y a pas de chose sodée. L'espace mort, tout à fait. L'espace mort aussi trop grand peut faire du CO2 là, réinspiré. Mais il y a juste une chose qu'on n'a pas mentionnée sur le système Bane. Oui, donc le débit d'oxygène trop bas, tout à fait. Jessica ou Dr. Epstein, je ne sais pas. Très bien, très bien. Marie, super, ouais, débit d'O2 trop bas. Donc, ça, vraiment important par contre. Le débit d'oxygène sur un système circulaire, donc le gros système, là, si je simplifie, n'aura pas beaucoup d'effet, ne devrait pas avoir un effet sur le CO2 inspiré. À chaque fois qu'on dit mon oxygène était pas assez élevé, pas sur un système circulaire, juste sur un système Bain. All right? Donc, sur le système Bain, c'est ça qui va causer. Donc, vous allez tranquillement augmenter votre débit d'oxygène et vous allez remarquer un retour à la ligne de base, donc un CO2 inspiré à 0. All right. Je savais que cette photo-là susciterait bien des questions. On part dans les vidéos. Ah ouais, Manon paye sur le piton. Vous me dites si vous ne voyez pas bien les vidéos, je vais pouvoir les Non, on voit bien. poser. On voit bien? Super, génial. Hey, excusez, pendant que la vidéo joue, excusez, tantôt j'avais un blanc, j'imagine que ça paraissait, là, mais j'avais juste un blanc du relaxant musculaire qui est utilisé aussi là, pour les l'hyperthermie, c'est le Dantrolène. Ça vient juste de me revenir. J'étais comme, je vais le retrouver, c'est très simple, puis je suis posé savoir ça. Mais le Dantrolène, donc souvent, c'est des fois utilisé pour des patients, des urinaires, là, des chats en blocage urinaire. On a la formule en général Peros, mais c'est la formule injectable qui est nécessaire pour traiter l'hyperthermie maligne, puis qui est en général pas disponible. Vous me direz si vous avez des pushers de Dantrolène, là. Puis c'est tellement rare que ça va périmer. Puis la fois où ça va vous arriver, ben, vous n'en aurez pas. Fait que je fais juste mentionner ça. Donc, sur cette vidéo, je la rejoue, puis je commence à mentionner, je commence à commenter. Puis commentez vous aussi là, si vous avez des impressions, des questions, commentaires, insultes, on peut les garder pour la fin. ETCO2 trop bas. Donc, ETCO2 trop bas, tout à fait, Pascal, super bon. Hein, on le voit tout de suite. Mon échelle à gauche, là, peut-être là, c'est petit, mais c'est de 0 à 100. Je couvre à peine là, un quart à un tiers là, de mon échelle. All right? Si je ne suis pas sûr, je vais aller regarder. All right? Je vais aller regarder mon CO2 expiré, qui est toujours le deuxième chiffre. Donc, inspiré à 0, super. Je n'avais pas besoin du chiffre pour le voir. Je voyais bien que ça retournait à 0. Mais CO2 expiré, il est à 29. All right? Donc, 29, c'est trop bas. On avait dit la normale, 35 à 45. Maintenant, c'est quoi les causes de CO2 trop bas? Premièrement, juste en regardant mon graphique ici, est-ce que je suis sur un système circulaire ou est-ce que je suis sur un système Bain, selon vous? Je ne suis pas sûr à 100%, mais j'ai déjà je commence à avoir une idée juste en regardant. Donc, Dr. Michaud, on dit Bain. Dr. Vatcher dit Bain. Quelle serait la cause de cet étirement du CO2? Parfait. Ben, en fait, ça dépend, OK? Je vais être franc avec vous. Un système Bain, je me serais attendu, là, comme je vous ai montré, que ça fasse à peine d'une petite pyramide. C'est vrai que dans des cliniques, il y en a beaucoup qui ont tellement un bon échantillonnage qu'on voit un petit plateau, mais en général, dès que je vois une certaine forme de plateau, j'ai la plupart du temps, un système circulaire ou un système Bain avec un débit d'oxygène super, super bas. Okay? Mais ici, j'aurais eu tendance à dire qu'il y a plus de chances que ce soit un système circulaire. Ce n'est pas une information hyper importante, parce que dans la vraie vie, ben, vous le savez bien sur quel système vous êtes. Okay? Mais si mon CO2 est trop bas, on part du simple, production, acheminement au poumon, élimination. Donc, au niveau de la production, si c'était trop bas, qu'est-ce qui pourrait diminuer la production? Je crois que je l'ai vu, Sabrina l'a mentionné, hypocapnie, virgule, associée à hypothermie, tout à fait. Donc, mon patient pourrait être hypothermique, moins de production. Si ce n'est pas la production, ça pourrait être quoi? Acheminement. Est-ce que mon débit cardiaque est diminué? Donc, je peux regarder. Ici, honnêtement, les pressions du patient sont relativement belles. On a 89 de moyenne en bas à droite. 75 de fréquence cardiaque. Par contre, ce n'est pas juste la pression. Mon débit cardiaque peut être bas avec une bonne pression. Hein, le Dexdo, en passant, souvent, va faire ça. Là. Hein, va vasoconstricter, on a des belles pressions, mais le débit cardiaque, souvent, il diminue de 30, 40 jusqu'à 50 %. Fait que 75, ça dépend. Là, si c'est un chat, évidemment, 75 de fréquence cardiaque pour un chat, c'est extrêmement bas. Donc, ça pourrait être un débit cardiaque qui est trop bas. Est-ce que je le corrigerais automatiquement? Mais pour un chat, 75, je pense que oui. Là. Hein, je lui donnerais de quoi pour faire réaugmenter cette fréquence cardiaque-là, vu qu'il n'est pas hypertensif. Là.
Petit chien ou gros chien, ben là, en général, ça va. Puis je pense pas que je traiterais juste basé sur le CO2, right? Au niveau de la ventilation, est-ce que je ventile trop mon patient? Donc, pression trop grande lors de la ventilation. C'était pression trop grande, définitivement. Fréquence, bon là, il est à 9 de fréquence respiratoire. On le voit qu'il y a beaucoup d'espace entre chaque petit plateau. Là. Donc, ce grand espace-là, ben, ça me dit que c'est pas très rapide là, comme ventilation. Si j'ai un doute ici, ben, ça me dit, là, ma fréquence respiratoire est à 9. Donc, ça se pourrait en effet que je le ventile un petit peu trop. Et sinon, peut-être que c'est pas moi qui le ventile, peut-être que le patient se ventile trop. Donc, le patient, pour une raison ou une autre, prend des très, très grandes inspirations. Une cause de ça en passant, là, ça pourrait, c'est pas nécessairement d'hypocapnie, mais ça peut être une cause d'hypocapnie, oui. C'est une obstruction partielle du tube. Exemple, tu sais ce que je vous ai montré au début qui était là, le petit adapteur pédiatrique qu'il ne faut pas mettre sur les gros patients. Je mets ça sur un gros chien. Lui, qu'est-ce qui arrive? Il est comme et my God, j'arrive pas à inspirer. Fait que je prends des grandes inspirations. Souvent, en général, ils vont peut-être plus compenser en prenant des inspirations fréquentes, donc ce ne serait pas tout à fait ça, mais ça pourrait être une obstruction partielle qui fait qu'il tire vraiment beaucoup, puis on voit moins de CO2. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Puis ça, ben, si vous voulez, on a des algorithmes. Là, en général, c'est sûr et certain que je ne vais pas les passer même sans formation parce qu'ils sont mal appliqués, mais on a des algorithmes qui vont vraiment vous simplifier. J'ai ça, voici tout ce que tu dois checker. Tu as ça, voici tout ce que tu dois checker. T'sais. Fait que ça, évidemment, c'est quelque chose là, qui peut être disponible à travers Valérie ou moi là, dans des formations. Ouais. Donc, hypocapnie, que ce soit au niveau de la production, de l'apport au poumon ou de l'élimination, toutes des choses qui sont là. Et ça pourrait être notre équipement. Si c'est un système Bain, c'est mon débit d'oxygène qui est dans le tapis, donc trop de dilution, par exemple. Si c'est un système circulaire, peu de chances que la dilution ait un si gros effet de ça, à moins que j'ai du 10 litres par minute, puis même encore là, ça ne devrait pas avoir un si gros effet que ça. All right? Cet appareil ne semble pas tenir compte de la température corporelle. Est-ce que je me trompe? Oui, en fait, est juste l'appareil qu'on voit ici. On ne voit juste pas la température. Donc, est-ce que c'est parce qu'on ne l'a pas connecté? Est-ce que c'est parce qu'on la prend avec un appareil, là, juste un thermomètre portatif? Ça se pourrait aussi. Là. All right. Next vidéo. Vous me dites si vous ne voyez pas bien, mais je pense que même si c'est plus petit, on arrive à deviner. Là. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on, premièrement, on voit des beaux plateaux? Pas vraiment. Hein? On ne voit pas des super beaux plateaux. Rapidement, ça monte super bien, mais ça redescend rapidement. Je vais vous le rejouer. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'on n'ait pas de plateau? On peut reparler des appareils. Selon vous, sur quel système on pourrait être? Hein, pas de plateau, on avait dit plutôt le système Bain. Mais une autre chose qui est importante, c'est que ça se pourrait que ce patient-là soit sur un système circulaire et qu'en fait, comme Cindy a mentionné, qu'on ait des fuites, en fait. Donc, mon patient, quand il expire, au lieu de tout passer dans mon tube et de se faire analyser au bout par mon capnographe, ben, on a au final, par exemple, une grosse fuite au niveau du tube endotrachéal. Mon ballonnet est dégonflé ou il n'est pas suffisamment insufflé ou mon tube est vraiment trop petit. Là. Puis, il y a une bonne portion du CO2 qui passe à l'extérieur du tube finalement. Donc, on a finalement cette fuite-là, le CO2, qui s'enfuit et qui ne va pas apparaître au niveau de mon CO2. Donc, au lieu de faire un beau plateau, ça diminue tout de suite. Donc, tout à fait. Soit un système Bain relativement normal ou un système circulaire avec des fuites. Puis là, vous voyez, des fois, je rentre dans une salle où je vais dans une clinique, puis je regarde, tu as une fuite au niveau de ton ballonnet, je pense. Ah, comment tu sais ça? Bien, regarde, tu es sur un système circulaire, puis on n'a pas un beau plateau, ça s'écrase tout de suite. Je ne vais pas gonfler le ballonnet à l'aveugle juste en regardant ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test de fuite. Je vais dire, ben, regarde, appuie sur le ballonnet, puis écoute, ou moi j'appuie, puis toi t'écoutes. Ah ouais, j'entends une fuite, parfait. On va juste réinsuffler un petit peu d'air. S'il vous plaît, jamais, jamais, jamais insuffler l'air à l'aveugle. Hein? On insuffle jusqu'à temps qu'on n'entende plus de fuite. Puis même si on va être sûr, on peut redégonfler un petit peu pour réentendre notre fuite et en remettre juste un tout petit peu pour vraiment trouver le sweet spot. On ne veut pas trop insuffler, il y a trop de danger pour la trachée. All right? Dernière chose qu'on voyait sur cette vidéo-là en passant, pourquoi ça fait des petites oscillations en descendant? C'est mon patient qui expire, puis après ça, il fait des petits. Il rigole finalement. Des petits in-out de gaz. Ça suit la fréquence cardiaque. Super, je suis 100% d'accord. C'est ce qu'on va appeler des oscillations cardiogéniques. Donc, hein, ça tombe quand même bien que le cœur est proche des poumons en général, là, mais il est tellement proche que souvent, ce choc précordial-là, la contraction cardiaque du muscle cardiaque va appuyer un tout petit peu, souvent dans certaines conformations de chest là, chez les patients, souvent chat ou chien avec style levrette, là, un thorax relativement profond, on va voir ce genre d'oscillation cardiogénique-là. Ça, je ne capote pas avec ça. Je le vois que c'est à peu près à la même fréquence que la même fréquence des oscillations que la fréquence cardiaque. Donc, c'est sûrement ça. Parfait. Et c'est surtout plus le fait que je n'ai pas de plateau, il faut que je me demande, c'est juste un système Bain normal ou j'ai une fuite sur mon système circulaire?
Parfait. Prochaine vidéo. Ça, c'est une vidéo, je trouve, qui ressemble plus à la vraie vie, là. Il y a plein d'affaires qui se passent. Puis là, t'es comme, ah, me semble que c'est pas beau. Puis là, t'as le goût d'aller en 5 à 7 plus rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que mon ETCO2, première chose que je regarde souvent, c'est ma fréquence respiratoire. Après ça, la valeur de mon ETCO2. Après ça, la valeur de mon INCO2, de mon CO2 inspiré. Fait que si je regarde ma fréquence respi, hein, j'ai relativement des beaux plateaux. Puis ça n'a pas l'air très rapide. Il me dit à peu près 14 de fréquence respiratoire. Parfait. Si je le. Docteur Michaud dit hypothermique 100% à 34,5, là, on est à veille de se partir une shop pour faire vieillir des saucissons dans cette salle-là. Là, ça va pas bien. Il est froid. Il va falloir le réchauffer plus. Puis c'est pas à 34,5 qu'on commence à le réchauffer. C'est dès le début pour pas se ramasser à 34,5. Yeah. Donc, InCO2 trop élevé. Merci, j'adore ce commentaire-là parce que tu as raison sur le chiffre, mais en réalité, puis là, portez juste attention au CO2 inspiré, OK? À un moment donné, il dit plus 0, il dit genre 22 ou je sais pas trop. Il dit 5. Peu de mémoire, il dit 10. OK? Les flash 10. Puis là, il dit high. High, c'est jamais bon là, en rouge. Là. C'est pas genre high 5, c'est genre high pas bon. Puis là, on va regarder de mémoire à 22, vous voyez, tu sais. Fait qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est pas intelligent un moniteur. Ça va juste faire ce qu'on lui a demandé de faire. Comment ça fonctionne, un capnographe? C'est un peu le même genre d'erreur qu'un ECG peut faire en passant. Le ECG, lui, il essaie de compter le nombre de gros pics. Fait que si à un moment donné, il y a un QRS puis un T qui sont gros, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va double compter, triple compter votre fréquence cardiaque. Ben, ici, ce qui s'est fait dire, le CO2, là, le capnographe, là, ce qui s'est fait dire, c'est à chaque fois que ça diminue, c'est l'inspiration, puis à chaque fois que ça augmente, c'est l'expiration. Fait que toi, ben, c'est bien important. Si jamais tu vois que ça diminue puis ça réaugmente, ben là, c'est là que tu lis ton CO2 inspiré. OK? Donc, je ne sais pas si vous voyez je sais pas si vous voyez ma flèche ici, là, mais voyez-vous ici, là, il n'est jamais retourné à 0, mais ce n'est pas une vraie inspiration. Là. Il y avait sûrement juste une oscillation cardiogénique, puis là, il a donné 22 rapidement. Moi, tout ce que je veux voir, là, c'est qu'entre mes plateaux, ça revient à 0. Puis entre mes plateaux, ben, ça revient à 0. Fait que j'en ai pas de CO2 inspiré, en fait. C'est souvent une erreur qu'on va faire et c'est normal. Ce n'est pas un reproche ou rien. C'est pas clair. Il me dit CO2 à 22, je vais le croire, mais non. Ce que vous voulez voir, c'est qu'entre vos plateaux, ça revient à 0. Puis si vous voyez une fois juste un 22, un 25 qui apparaît. Puis tout le reste du temps, vous avez une belle retour à la ligne de base, un beau retour, pardon, à la ligne de base, bien, vous êtes correct au niveau de votre CO2 inspiré. Je vois une question. Si la fréquence cardiaque d'un chat est à moins de 80, qu'il a une belle pression et qu'il a eu du Dexdo ou médétomidine il y a moins de 30 minutes, est-ce qu'on traite la bradycardie? OK. Ça, vu que ça peut avoir un lien avec le CO2, mais vu que ça a le moins un lien direct, je vais tout répondre à ces questions-là à la fin si ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, pour le CO2 ici, par exemple, on parle, exemple, que c'est un chien de petite taille. Il est, bon, fréquence cardiaque à 98, on a une pression moyenne à 84 au niveau invasif, OK? Et j'ai un CO2 à 45. Je ne voulais pas vous montrer le CO2 qui était particulièrement haut ou bas, il était relativement beau. Ce que je voulais montrer, c'est encore des oscillations cardiogéniques et comment ça pouvait affecter là, votre CO2 inspiré. All right? Donc, on a un beau plateau, ça va bien. Je voyais que j'étais sur un système circulaire et je voulais juste vous montrer que des fois, le CO2 inspiré peut vous mentir. All right. Mais, docteur Vatchou, je n'oublie pas votre question. Là. À la fin, ça me fait plaisir d'y répondre. Un peu de pratique ici. C'est juste une image, ce n'est pas une vidéo. Qu'est-ce que vous voyez de ce CO2-là? De quoi ça a l'air? Je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà entendu parler là, de ce type de forme-là de tracé. OK, on parle de shark fin. Donc, un petit aileron de requin, nageoire de requin. Peut-être nageoire, c'est plus un aileron, une nageoire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent clarifier ça pour moi. C'est pas très important. Hypercapnie. OK, parfait. Hein? J'ai pas de valeur de TCO2. Hein? Pour le moment où j'ai pris la photo, elle n'apparaissait pas. C'est pas très grave. Hein? Au final, je le vois là, sur mon tracé, ça va de 0 à 50. J'atteins à peine le 50. Fait que même si mon ETCO2 est peut-être un peu augmenté, hein, parce que la dernière valeur, elle est proche du 50, c'est rien de dramatique. On a dit qu'entre 45 et 55, souvent, on est dans cette zone-là d'hypercapnie permissive. Si je comprends pourquoi c'est de même puis j'ai un tube dans mon patient, je le tolère. Hein. Ce n'est pas un patient là, vigile aux soins ou qui arrive en crash dans votre clinique. Là. Ça, c'est pas normal d'avoir un CO2 augmenté. Un shark fin, donc une nageoire de requin. Ça ressemble, hein, on voit, là, c'est les dents de la mer. Donc, au lieu de bien monter rapidement, faire un plateau et diminuer, ou des fois monter rapidement et redescendre de l'autre côté en nageoire de requin, mais inversé, là, qui peut être normal sur un système Bain, là, c'est que ça monte tranquillement. Qu'est-ce qu'on a dit que ça représentait, le CO2 qui montait? Hein, le CO2 qui monte, au final, c'est l'expiration et c'est
toutes les zones, toutes les régions différentes des poumons qui contiennent toutes un peu des concentrations différentes de CO2 qui s'équilibrent. Mais là, on dirait que ce qui arrive, oh yes, aileron, c'est sur le dos. Donc, aileron de requin, merci. Nice. Un aileron de requin. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça augmente graduellement. C'est comme si j'avais plein de régions qui n'arrivaient pas à, soit qu'il y avait une très grosse différence entre ces régions-là, cause numéro un, ou qui ne sont pas capables d'acheminer rapidement leur quantité de CO2 et donc avoir une montée rapide. Donc, j'ai vu plein de bonnes réponses, OK? La cause, puis là, en passant ici, on rentre dans les zones de débat. Là. Dans notre collège, il y a du débat là-dessus. Est-ce qu'un aileron de requin, c'est seulement relié à un bronchospasme, donc un chat asthmatique, par exemple, qui fait vraiment un bronchospasme? Ça, vous allez le voir tout de suite. Même baguer votre patient, ça va être plus dur. Puis justement, il bronchostricte tellement, donc il y a une bronchostriction tellement importante qu'il y a des portions du poumon qui n'arrivent plus nécessairement à bien expirer. Puis c'est là, c'est pour ça que ça monte tranquillement. Donc, bronchospasme, cause numéro un, cause numéro 2, et là, c'est là que les gens ne s'entendent pas. Je suis d'avis que ça peut quand même en faire, mais une obstruction du tube, tout à fait. Un tube, par exemple, on a le cou très, très, très fléchi qui est kinké, un tube qui est partiellement rempli de quelque chose, que ce soit un bouchon de mucus, par exemple, sur des chocs asthmatiques, encore une fois, ou que ce soit, bon, ça prendrait vraiment beaucoup de régurgitation. Et s'il y a beaucoup de régurgitation à ce point-là dans le tube, on a d'autres problèmes. Là. Ça se pourrait qu'il se magasine des complications. Mais ce shark fin-là, ça peut être causé par tout ça. Une dernière chose qu'on va voir des fois, c'est une. Puis ça, je le mentionne peut-être plus pour ceux qui font des centres ou qui ont des modalités de ventilation avancées. C'est une PEEP. Une PEEP, c'est quoi? C'est en anglais, c'est Positive End Expiratory Pressure. C'est une pression positive en fin d'expiration. Hein. Quand j'inspire, ou quand je le bague, ça monte jusqu'à, mettons, 10 cm d'eau. Quand je retourne, là, quand j'expire, ça devrait retourner à zéro. Si votre système ne retourne pas à zéro, il retourne à du 3, 4, 5, des fois, ça pourrait faire assez de résistance que votre patient, ça ressemble à ça, son CO2. Je mentionne ça comme ça, mais en général, c'est moins utile. Donc, Shark Fin, quelque chose d'un peu plus avancé, mais je voulais lancer des trucs moins de base là-dedans. Là, ça fait exactement 1 heure qu'on a commencé après les messages d'intérêt public. J'ai quand même une bonne quantité de vidéos qui restent, mais si vous voulez, je vais commencer à les choisir parce qu'il y en a qui sont redondants, mais j'ai les plus importants qui s'en viennent. S'il y en a qui doivent quitter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser vos questions, je vais y répondre, puis ça va être enregistré aussi. Mais je vous dirais qu'il reste peut-être une vingtaine de minutes à peu près. All right. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Je sais que la vidéo est un peu floue, mais je pense qu'on voit ce qu'il y a à voir. Selon vous, est-ce qu'il est beau ce tracé-là de CO2? Et sinon, que se passe-t-il? Donc, tachypnée, hein? Je vois là, les petits mouvements. Puis, tu sais, en le regardant, pas juste tachypnée, ça a l'air d'être des bonnes inspirations là, profondes qui favorisent les échanges. Pas tant, là. Ça a l'air d'être une tachypnée très, très, très superficielle en termes en termes de volume tidal. Là. Donc, on n'échange pas beaucoup d'air. Le 22 degrés, c'est juste que la sonde, elle est connectée, mais pas dans le patient. Là. Donc, la salle est à 22, ce qui fait quand même du sens. Mais promis à 22 degrés, en général, c'est le Room Temperature Challenge, ça veut dire transfert à Jésus. Donc, tachypnée, je regarde d'autres choses. Hein? On ne fait pas de vision tunnel. Il se réveille, très bon point. Je regarde sa profondeur, super, vraiment un bon point. Est-ce que c'est ça? Ça se pourrait qu'il se réveille. Il est très haut en fréquence. Exemple, c'est un chien, un petit chien. 200 de fréquence cardiaque. Pression n'est pas basse non plus. Le 90, c'est bon, c'est pas problématique, mais on a des pressions relativement normales, début de normal autre, là. Mais normal, tachycardie, tachypnée, ben, il faut vraiment que je regarde est-ce qu'il a le mal ou est-ce qu'il se réveille, right? Donc, ça va être des choses là, qui vont m'aider. Puis là, essayez pas de corriger le CO2, corriger la cause. Ben, il y a mal. Ah ouais, c'est vrai que je tire sur un pédicule ovarien. J'ai pas d'ovaire, mais pas mal certain que ça fait pas du bien. Ben, je vais peut-être vouloir y injecter un petit quelque chose, mini bolus de kétamine, mini bolus de quelque chose d'autre. Faites attention aux grosses doses massives répétées d'opioïdes, là, pas toujours super utile. Puis surtout, des impacts négatifs, là, des effets cause, des effets secondaires. Mais petite injection où on fait un splash de quelque chose qui va peut-être diminuer la réactivité. Puis tout ça va faire en sorte que, ça va se placer, donc fantastique. Là-dessus, il réinspire beaucoup de CO2, mais je ne serai jamais capable qu'il n'en respire pas. Là. Il fait juste des tout petits mouvements. Donc, il y a à peine expiré qu'il essaie de réinspirer ça. Votre machine ne sera jamais capable d'éviter la réinspiration. Il faut vraiment, vraiment traiter ça. Chien qui allaite, est-ce que ça se peut? Hey, ça se peut tellement, puis des fois, ça, c'est vraiment, je sais que c'est enregistré, mais chien à gérer. Donc, on a donné un opioïde à un chien. Souvent, on le voit plus avec l'hydromorphone. La morphine, s'il y en a qui utilisent encore. Puis là, il se met à halter and it never stops. C'est le forever panting dog, OK? Donc ça, c'est compliqué. C'est sûr et certain, on se fie aussi à, il allaitait pas,
Puis là, j'ai donné une drogue, puis là, il allait. Puis là, on l'induit, puis il allait encore. Mais tout le reste va bien. Il est profond, il n'est pas douloureux. Ben, peut-être qu'on va vouloir de temps en temps le baguer par-dessus juste pour favoriser les échanges, s'assurer que la saturation elle est toujours bonne, puis tu sais, justement, le ventiler un peu par-dessus. Mais en général, c'est plus compliqué à gérer. On peut redonner des agents qui sont dépresseurs respiratoires, exemple du propofol, mais le problème avec ça, là, c'est que c'est un dépresseur cardio-respiratoire. Donc, ça va causer peut-être plus de bradycardie, plus d'hypotension. Donc, je vous dirais que c'est pas simple, c'est cas dépendant. Si vous voulez qu'on en discute sur un cas précis, ça va me faire plaisir de vous aider. Ça, je vais le skipper, on en a parlé. Ben, en fait, je vais le jouer rapidement. OK, je le joue rapidement. Ça, c'était un chien sur un système circulaire. Pourtant, il y a 0 plateau. Pourquoi? Parce qu'il y a une gigafuite au niveau de son tube endotrachéal. Donc, on voit que ça fait juste, ça monte et ça redescend très rapidement. Ça pourrait être un système Bain à la limite. Ça, c'est un système circulaire. Donc, on a une bonne fuite. Dans la deuxième vidéo, ce qu'on va voir, c'est qu'on commence à insuffler de l'air au niveau de mon ballonnet. Et là, on commence à avoir des plateaux un petit peu plus grands. C'est pas magique tout de suite, là. Le patient, des fois, il respire un petit peu par-dessus. Ou ça peut être, n'oubliez pas, en chirurgie, là, quand on appuie sur l'abdomen, ça appuie sur le diaphragme, ça peut faire des mouvements, là, des expirations passives. Là. Mais vous voyez ici qu'on a un peu plus là, de plateau. Même ça ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est un plateau. C'est juste que peut-être un petit mouvement ou une petite oscillation cardiogénique en plein milieu, mais pour moi, c'est un début de plateau. Puis, on a sûrement aidé au niveau de cette fuite-là. All right. Ça, c'est une vidéo important. Il faut que tout le monde le regarde. Quand vous avez décidé là, de qu'est-ce qui se passe avec le CO2, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Il n'a pas d'apport en oxygène, arrêt cardio-respiratoire, expire plus, arrêt cardio-respiratoire. C'est sûr et certain que je n'achèterai pas ces cadeaux de Noël tout de suite, là, malheureusement. Ce patient-là est en arrêt cardio-respiratoire. Évidemment, je suis en train de filmer, donc c'était attendu, puisque c'était une euthanasie intra-opératoire suite à des trouvailles chirurgicales qui étaient non compatibles avec la vie, disons, ou avec un bien-être, un côté éthique. Donc, on l'a euthanasié, mais on a filmé pour vous montrer qu'est-ce qui arrive, OK? Puis là, je vais le rejouer une dernière fois. Mais regardez la première chose qui nous drop. Hein? Quand on fait un arrêt cardio-respiratoire, c'est la plupart du temps en anesthésie un arrêt respiratoire en premier. Puis par la suite, un arrêt cardio relié à la désaturation, puis c'est ça, à l'arrêt respiratoire. Donc, je le rejoue et à partir de maintenant, on est en arrêt respiratoire. Vous voyez, le plateau, là, il continue, il diminue tranquillement, mais il n'y a plus de mouvement in and out. Vous allez en revoir, mais c'est moi qui bague le patient juste pour vous montrer. Là. Donc, je vais continuer à baguer le patient, il est en arrêt respiratoire. Une ligne qui ne bouge plus, qu'elle soit zéro ou très, très haut, c'est qu'il n'y a plus rien qui bouge. Là, il y a encore du CO2, c'est-à-dire que son cœur bat encore, right? Fait que je le bague, son cœur bat encore. Mais là, je continue à le baguer, puis vous allez voir, j'ai de moins en moins de CO2. Puis là, à partir d'ici, ben, je suis pas mal en arrêt cardio-respiratoire. Le CG, lui, il n'y en a pas de trouble, il continue à se faire aller. Puis si vous ne le regardez pas très, très, très attentivement, ce qui en général veut dire vous avez plein de choses à faire, incluant le regarder, pas juste faire ça, vous n'allez pas remarquer qu'il a changé. Là, je sais que c'est peut-être plus flagrant, là, mais vous n'allez pas remarquer qu'il a changé. La SPO2, c'est vrai qu'elle a changé. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ah, la maudite sonde est encore mal placée. Va chercher la petite gaz mouillée, mets ça sur la langue, mets un tape, fais face à la Mecque, fais 3 prières. Puis là, par le temps que vous allez vous en rendre compte, ben, il est trop tard. Tandis que le CO2, ça, il n'y a pas de raison de ne pas s'en rendre compte. Arrête tout de suite. Là, je suis comme, le patient ne respire plus, OK. Ouh, tout change. Ouh, je vais sortir mon stéthoscope et je vais regarder ce qui se passe en chirurgie si je ne suis pas la personne qui fait la chirurgie. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une mort de sang dans le fond, ou on vient de donner 10 fois la dose d'une drogue, ou ça faisait plusieurs moments que ça n'allait pas bien, puis là, ben, il y en a trop là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. All right? Donc, le capnographe est de loin l'outil qui va vous détecter un arrêt cardio-respiratoire le plus rapidement, hein, surtout le côté respiratoire, et cardio-respiratoire, parce que quand vous allez le baguer, vu qu'il est en arrêt respiratoire, vous ne verrez plus de CO2 en haut de 15. Et ça, dès que c'est plus en haut de 15, ce que ça me dit, c'est que j'ai plus cette circulation-là qui m'amène assez de CO2. C'est pour ça que j'en vois pas assez. Donc, sortez votre stéthoscope, s'il vous plaît, et on appelle dans les airs ou vocalement, est-ce qu'on peut avoir de l'aide, puis on se met à faire les traitements nécessaires. All right? Parfait. Je passe ça rapidement, juste pour vous montrer. C'est un capnographe de système Bain tout à fait normal. Parce qu'après un décès, je me suis dit qu'après un arrêt cardio-respiratoire, je me suis dit que ce serait bien de vous montrer la normale. Donc, ça, c'est tout à fait normal. C'est un système Bain. Merci, bonsoir. Pas trop compliqué. On voit que ça ne fait pas de plateau parce qu'on est sur un système Bain. All right. Ici,
je récidive, j'ai décidé de coller tout ce qui était normal ensemble. Donc, je les passe parce que vous êtes rendus des pros ou beaucoup plus à l'aise qu'il y a 1h10. Et c'est un capnographe normal. Oui, qu'on n'est pas en bas de 45, on est à 48. J'ai aucun problème avec ça. Et on est sur un système circulaire avec des beaux plateaux. All right. All right. Ça, lui, est intéressant. C'est dans nos 3-4 derniers. Donc, question pendant ce temps-là de Jade. Vu le système Bain, on accepte 2 mm de mercure inspiré. Fait on va revenir à ça d'abord. Bonne question. On va revenir à ça. Donc, ici, c'est un système circulaire, juste pour dire, c'est un système circulaire. Il est à 2, comme j'ai dit, entre 0 et 3. Je ne capoterai pas. C'est que des fois, c'est vos machines, en fait, qu'il y a des choses qui devront être adaptées. Des fois, votre calibration de votre capno, ça n'a jamais été fait depuis que c'est sorti de l'usine. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas qu'on arrache tout entre 0 et 3. Puis l'autre d'avant, il y avait dessus. Lui, il avait vraiment 0. Hein? Lui, là, entre mes tracés, ça revient vraiment bien à 0 sur le tracé. Et on le voit ici. Des fois, il me dit un 1, là, mais il ne faut vraiment pas se fier à ça. On voit bien que ça revient à 0, c'est correct. Fait que je le tolérerais, là. Ici, le 2, je ne capoterais pas avec ça. Surtout sur un système circulaire, c'est quoi les causes? Chaud expiré. Ça se pourrait qu'elle soit vieille en début de 2, mais je serais vraiment étonné. Votre valve, elle ne sera pas ouverte, là. Une valve ouverte, c'est pas 2, c'est genre 20 à 30 de CO2, là, inspiré. Un petit espacement un peu trop grand, ça risque d'être ça la cause ici. All right. Donc, ici, je le rejoue, là. Fréquence respi assez lente. Hein? On voit des longs plateaux. Ça veut dire qu'il expire longtemps, il inspire relativement longtemps aussi. On a un bon espace entre les deux. Donc, fréquence respiratoire, ça me confirme que c'est à 10. Pas très élevé, mais ça me va s'il se ventile bien au final. On a une hypocapnie. Tout à fait. Hein? Le CO2, il est trop bas. Je vais vous donner un indice. Je joue une autre vidéo qui est la suite de ce patient-là, puis vous me dites, puis il n'est plus en hypocapnie. Pourquoi? OK. J'ai la dit tachycardie. Quelqu'un dit bradycardie. Si vous voulez me l'expliquer un petit peu plus, là, je comprends. Le débit cardiaque augmenté, débit insuffisant, j'imagine qu'on parle de cardiaque, fréquence cardiaque augmentée. Tout à fait. Fait que voyez-vous, on m'appelle, c'est un petit chien qui est à 53 de fréquence cardiaque. Si la pression était belle, je ne capoterais pas avec ça, mais je serais quand même en mode je me prépare éventuellement à faire quelque chose. Et là, pression moyenne à 64. Je suis comme, ah ouais, on va faire quelque chose par rapport à ça. Donc, je lui administre un anticholinergique, exemple du glycopyrrolate. Si c'était une urgence nationale, je crois qu'il est en train de faire un arrêt. Genre, il est à 30-35 de fréquence cardiaque ou c'est en train de chuter rapidement. J'aurais choisi de l'atropine, pas le glycopyrrolate. Mais au final, j'ai donné le glycopyrrolate parce que ça dure plus longtemps. Oui, prend peut-être plus de temps à faire effet, mais quand ça fonctionne, ça a le plus de chances de faire effet longtemps. Et là, j'ai augmenté sa fréquence, ce qui a augmenté son débit cardiaque et on est passé de 34 à 54 de CO2. Donc, super. Juste pour être clair, je n'ai pas traité le patient parce que son CO2 était bas. Ça, c'était un indice, mais j'ai traité le patient parce qu'il était bradycarde et hypotensif. Right? Donc, ça, c'est super, super, là, super important. Docteur Michaud me demande quel volume d'oxygène est optimal à administrer en anesthésie. Ça, si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir de les réviser avec vous. Il y a les calculs au début. Donc, système Bain, on parle d'environ 200-400 ml par kilo par minute, mais ça dépend aussi un peu de la fréquence respiratoire. Je pourrais tout réviser ça avec vous avec plaisir. Puis le système circulaire, un peu plus stable, en général entre 20 et 40 ml par kilo par minute. Sur des patients, vous allez calculer le 20 à 40 ml par kilo par minute. Ça va faire vraiment des tout petits débits. Fait que je dirais, peu importe là, le système, allez jamais en bas de 0,5 litres minute. Moins de risque qu'on ne se rende pas compte que l'oxygène est fermé. Right? Donc, juste vraiment important à ce niveau-là. OK. Bon, ben, vous êtes rendu top. On va pouvoir être dans des affaires plus compliquées. Il y en a quelques-uns les plus compliqués. Là. Je ne les ai pas toutes mis parce que je ne voulais pas qu'on verse des larmes tout de suite, mais honnêtement, les situations fréquentes, je les mets ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? It's the forever capnographe. Donc, hein, on a un tracé de CO2 qui est long, 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 long. Fréquence respi à 4. Ce patient-là, là, moi, ce que je ferais, première chose, je donnerais un bon bag. Je le ventilerais, pas très haut, pas en termes de pression, mais je le ventilerais à 10-12 cm d'eau. Puis je verrais, j'ai-tu le même CO2 quand je le ventile? OK, parfait. À 4 de fréquence respiratoire, il n'a pas l'air de s'hypoventiler tant que ça parce que son ET-CO2 est à 41, il n'est pas si élevé. Mais j'essaie juste de regarder pourquoi il est aussi bas. Il est super froid? Est-ce qu'il est très, très, très profond? Je diminue sa profondeur. Donc, n'importe quand qu'un patient s'hypoventile, on n'a pas parlé de ça tantôt, mais autant quand il respirait rapidement, il est trop léger. Autant s'il respire
s'il ne respire pas assez, ou du moins s'il hypoventile et son CO2 est très élevé, ce qui n'est pas le cas ici, là, mais je le mentionne pareil, ben, il est peut-être trop profond, right? Donc, juste faire attention là, par rapport à ça. Quelles sont les conséquences de ne pas avoir le bon débit d'oxygène? Ça dépend du système. Sur le système Bain, si on est trop bas, beaucoup de CO2 inspiré. Puis éventuellement trop bas, ben, pas assez au patient, là, puis des saturations potentielles. Si on est trop haut, on va trop refroidir le patient. On va aussi diluer beaucoup nos échantillons de CO2 si vous le mesurez. Sur le système circulaire, si c'est trop bas, vraiment trop bas, puis ça, il faudrait que ça soit extrêmement bas, ben, il risque que ça soit comme fermé, là, donc il n'y a pas assez d'oxygène pour le patient. Et trop haut, en général, ça va aussi là, potentiellement moins refroidir que le bain, mais plus que si c'était plus bas, puis diluer peut-être un petit peu votre échantillon, mais moins que le bain. All right? C'est quoi le problème ici finalement? Donc, très bonne question, Jade. Je reviens à mes moutons. Donc, ici, on a un patient, en fait, deux choses. Je voulais vous montrer les oscillations cardiogéniques. Ça pourrait être quasiment une obstruction. Hein? Je suis comme, voyons, pourquoi il n'y a plus rien qui bouge? Là, il expire, puis là, il expire, puis il expire. Il n'est pas en train d'expirer en continu, mais le CO2, il reste là. Il reste là, puis il continue à se faire aspirer, puis il continue à se faire aspirer, puis il se faire aspirer. Puis là, tranquillement, il se met à réinspirer. Donc, on voit qu'il n'y a pas un gros effort inspiratoire, puis il n'y a pas une fréquence respiratoire très élevée. Ce serait des choses que je regarderais. Toutes les petites oscillations ici, c'est des oscillations cardiogéniques. Donc, je vais regarder sa profondeur, je vais le ventiler aussi. Exemple, si je le ventile, puis j'ai du 60, 65, 70 de CO2, oh là, il s'hypoventile tellement que je ne détecte pas toutes les régions ne sont pas toutes recrutées, puis je ne les détecte pas toutes quand il inspire par lui-même. Là, ça voudrait me dire je vais le ventiler plus fréquemment. All right? Mais sinon, je vais peut-être essayer de diminuer sa fréquence puis supporter un peu plus sa ventilation au niveau manuel. Pas parce qu'il est en hypoventilation, mais 4, je trouve ça très, très bas. Là, mettons, si c'était un python royal, ce serait correct, là, mais un mammifère, je trouve que je capote pas avec ça. Là. Si ne ventile pas, ce n'est pas la fin du monde, mais je garde un œil là-dessus. Ici, c'est de l'hypoventilation, vous avez des machines, je vais passer ça. Il nous en reste 2. Puis on a fait notre 1h20. Good job, team. Ça va bien. Là, ça va. On a 40 de CO2. C'est bien régulier. Puis là, j'ai dit que c'était régulier. Voyons, il me semble que c'était régulier, cette affaire-là. Là, qu'est-ce qui se passe? Respire plus. Hein? Ça peut être ça. Hein? Autre chose. Fait que mon patient, il respire peut-être plus. Chose facile à regarder en dessous. Non, non, il respire. OK. Arrêt cardio-respiratoire. Possible. Arrêt respiratoire en premier. Hein? Je ne sais pas si je suis à cardio. Mon ECG n'a pas changé, mais ça se pourrait très bien dans un arrêt cardio-respiratoire. Je vais être franc avec vous. J'ai un tracé de cathare ce qu'on n'aura pas normalement, qui me dit qu'il n'est pas en arrêt cardio-respiratoire. Mais j'ai un tracé d'SPO2, que ça, vous allez avoir peut-être. Il y en a qui ont la valeur d'SPO2, il y en a qui ont le tracé aussi. Si vous avez encore un beau tracé d'SPO2, il n'est pas en arrêt cardio-respiratoire. Right? Donc, ici, c'est soit qu'il ne respire plus, donc juste un arrêt respiratoire. Je viens de donner un bolus de méthadone, d'hydro, ou j'augmente trop mon ISO. Ça pourrait être aussi qu'il respire très bien, puis en fait, ben, c'est que ça ne se rend plus ça se rend plus là, jusqu'à l'adapteur, jusqu'à ce qu'il analyse pour le mainstream ou aspire pour le side stream capnographe. Donc, parce que le tube n'est plus dans la bonne place, super. Le tube est déconnecté, débranché, tout à fait. Parce que le tube est 100% obstrué. Hein? Ça pourrait être une autre cause. Si on a débranché la machine, ça dépend. La machine d'anesthésie, ça ne change rien. En tant que le capno est connecté au patient, le patient dégage du CO2, on va le voir, notre CO2. Hein, ça ne changera rien. Mais le capno, si on parle de la machine, tout à fait, puis capno disconnected, tout à fait. Puis sinon, ben, ça peut être un problème de capno aussi. Ma ligne, elle est pleine d'eau. Il y a plein de problèmes. Ça a tout aspiré l'eau, puis là, ça fait que c'est obstrué. Ça, des fois, si vous ne savez pas si c'est le patient, parce que tout a l'air de bien aller, retirez votre capno 2 secondes, soufflez dedans. Vous autres, c'est sûr, vous en avez du CO2, sinon, vous devriez être à terre en train de faire le bacon. Là. Fait que vous devriez voir du CO2 à ce moment-là, puis vous allez pouvoir vous aider à déterminer si c'est artefactuel ou réel. Et notre dernier vidéo, gang, 8h30, right on time. Il est un peu croppé, là, désolé, mais on voit quand même ce qu'on a à voir. Merci pour la participation en passant, c'est vraiment nice. J'aime ce format-là. C'est cool d'avoir vos commentaires au fur et à mesure. Puis merci de ne pas être gêné aussi. Là. Il n'y en a pas de mauvaise réponse. C'est juste de vouloir s'améliorer qui est important. Donc, on est parti, je leur joue une dernière fois, puis après ça, on a terminé. On a des beaux plateaux. Tout va bien. On parle notre fin de semaine. On planifie déjà ce qu'on fait. Puis là, soudainement, cloc. Il arrête au milieu. Puis là, ça arrête complètement, ça retourne à zéro. Puis là, on a de la misère. Puis là, bon, on a peut-être une expiration, mais on ne voit pas grand-chose. Vraiment plus bas que ce qu'on avait il y a 2 secondes. Donc, je serais,
Puis là, on n'a pas grand-chose. Parfait. On me donne plein de bonnes affaires. OK? Diminution du CO2 expiré, c'est ce qu'on voit. Ça, c'était quoi une cause? Hypotension sévère marquée. Là. Marquée d'un coup, il faut vraiment que ça aille chuter quasiment en pré-arrêt pour voir ça. OK? Donc, souvent, là, une hypotension, si c'est très aigu, puis on a d'autres moniteurs, on va s'en rendre compte. Hein? Un des moniteurs qui est sous-estimé le plus, là, puis qui sauve le plus de patients aussi, puis qui est relativement simple, là, c'est la technologie qui ressemble à l'XURSS, là, c'est le Doppler. OK? C'est le vous l'auriez entendu, une hypotension aussi sévère que ça, puis c'est pas ça la cause ici en passant. Vous allez l'entendre de votre chute au Doppler en passant. Mais ici, là, c'est vraiment juste moi qui a kinké le tube pour faire un artefact, OK? Donc, il n'est plus capable d'aspirer le CO2, mais ça aurait pu être une obstruction dans le tube. Ça aurait pu être vraiment quelque chose plus grave comme un début d'arrêt cardio-respiratoire. Bronchospasme, moins. Bronchospasme, au point où il n'y a plus de CO2, ça se peut le pire, mais j'aurais aussi mon shark fin sûrement. C'est pas toujours parfait, fait que j'accepte définitivement cette réponse-là, mais souvent on aurait vu une montée du CO2 plus lente et plus basse. Fait que c'est juste, voyez-vous comment le CO2, c'est un moniteur qui est réactif finalement. Il y a quelque chose qui se passe rapidement. Il ne faut pas stresser, il faut juste dire, OK, je le vois tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On se met à analyser, puis ça vous permet d'être des années-lumière avant que le problème soit trop grave, souvent. Fait que en conclusion, ce que je vous dirais, c'est que l'importance de votre surveillance anesthésique, des outils que vous avez, va avoir un bien plus grand impact sur vos taux de complications, vos taux de mortalité que vos protocoles. Je ne dis pas que les protocoles sont zéro importants, sont importants. C'est important surtout de connaître l'effet de nos drogues et savoir ce qui va faire des effets, c'est quoi les effets néfastes des drogues qu'on utilise. Mais vraiment, je vous dirais que le monitoring, c'est vraiment le plus important. OK? Soyez prêts à gérer les complications. Donc, après une formation comme ça, exemple, c'est quoi les prochaines étapes? Bien, de mettre de la surveillance anesthésique dans vos cliniques, d'essayer de regarder pour des arbres décisionnels. C'est vraiment, c'est bien de savoir quoi faire, mais dans un moment de stress, d'avoir ces arbres décisionnels-là disponibles pour finalement avoir, je ne veux pas dire à pas réfléchir, mais réfléchir de manière structurée, puis moins stressante. Ça va beaucoup aider à traiter adéquatement vos patients. Puis, je le ressouligne une dernière fois, là, votre connaissance des outils de surveillance anesthésique, c'est ce qui va faire la plus grosse différence. Les cliniques où je vois qu'il y a le moins de complications, que ce soit en fréquence ou en importance, en sévérité, c'est eux en général qui ont, oui, le plus de monitoring, mais surtout qui savent le mieux l'utiliser. D'où, là, en fait, je pense l'intérêt que je vois, le grandissant des gens à faire de la formation. Puis merci beaucoup là, pour votre confiance ce soir pour venir à une formation lundi soir. Puis aussi pour toutes les questions que je reçois, là, c'est vraiment extrêmement apprécié. Puis ça me conforte un peu dans mon choix de consultation finalement. Fait que merci à tous. Petite question, je vois là, des gens, il y a des noms qui me sont familiers, qui sont loin. Est-ce que c'est possible pour toi de donner des formations là, dans les derniers points que tu as nommés, arbre décisionnel, surveillance anesthésique, de façon par visioconférence, on parle de Zoom ou Teams? Définitivement, j'en ai fait deux à date dans la région du. Là, je ne vais pas insulter personne, mais il y avait Saguenay puis il y avait le Lac-Saint-Jean. Je sais que ce n'est pas exactement la même bébite, mais oui, ça se fait. C'est sûr et certain qu'en visioconférence, c'est plus réaliste. Et des fois aussi, il y a des, comme, des places plus loin, genre Bas-Saint-Laurent, des fois, qui disent ben nous autres, on aurait quand même ça que tu viennes. Fait on te fait venir pour la journée de la formation, puis le lendemain, par exemple, on fait des cas où on te fait venir au moins pour une journée. Mais dès que je me déplace au moins pour une journée, c'est quelque chose que je vais considérer. Ça me fait visiter le Québec, on a du plaisir. Fait que non, pour de vrai, tout est possible, que ce soit en visioconférence ou en présentiel. J'ai merci beaucoup. Hey, merci pour tous vos Ben oui, les gens commentaires. trippent. Ben écoute, C'est puis vraiment super apprécié. J'ai pas oublié la question du docteur Vatcher en passant, je vais y venir après, mais non, je voulais. je l'ai noté à 8h08. Puis Parfait. je sais qu'en région, des fois, ils ont ben des fois, ils ont une belle, des fois, ils ont On est cas. voyons, une coopération, tu sais, ils Ouais. vont beaucoup se parler, organiser. Fait que si il y a des cliniques qui veulent, tu sais, nous, on aimerait ça avoir une formation, nous, en clinique, ben, tu pourrais faire un petit tour, genre, je sais pas, là, de Le certaines régions Ah, du moi, ça me ferait Québec. plaisir. On On part en part Beauce! avec la petite roulotte. J'ai pas de roulotte, mais en tout cas, on loue une roulotte puis on fait l'anesthésia mobile. Ben oui, certainement. Puis honnêtement, n'hésitez pas, là, que ce soit des questions très simples, des questions pour des patients. Tu sais, j'avoue, au début, je ne l'ai pas vraiment mentionné, là, mais support de patient, vous avez un cas complexe, vous voulez que je vous aide à distance, ça va me faire plaisir. Vous voulez que moi ou Val, on vienne vous aider sur place, ça va nous faire plaisir. De la formation plus technique par Val, plus mix vet et tech par moi. Tout ça, c'est possible. C'est vraiment l'essence de ce qu'on fait finalement. Puis, ben, c'est ça. Il y a une question qui a été posée. Où peut-on se trouver les algorithmes? Ben, en fait, je ne les distribue pas au large. Je les ai tous, je les ai faits, je les ai développés.
pourquoi je ne les distribue pas sans formation, c'est que malheureusement, je l'ai essayé ça, en pensant, hey, j'aide tout le monde, je passe des algorithmes, mais sans formation, puis sans surtout voir comment vous travaillez en clinique, puis c'est quoi, ils sont où vraiment les vrais pain points, ce qu'on dit en anglais, les points peut-être qui blessent le plus, ben, je ne voyais pas un bel effet. Les gens étaient comme, ben, je lis ton algorithme, mais je n'ai pas l'impression que ça a changé grand-chose. Avec une formation, en réalisant finalement, hey, tu penses que c'est pas d'avoir l'algorithme d'hypotension qui est le problème, mais le vrai problème, c'est que finalement, il n'y a aucune surveillance dans les réveils, les patients s'extubent tout seuls dans les runs, puis on va les chercher après, ben, il est là le problème. Fait que c'est pour ça que si vous les arbres des cellules, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous faire des touch-ups avant de vous les partager avec plaisir, évidemment. Puis surtout avant de vous donner les informations nécessaires pour bien les utiliser, puis les utiliser pour que ça fasse une vraie différence pour vous, là. Parfait, super. Donc, la question, c'était à 8 minutes 08, à 8 heures Parfait. et 8. J'y Si la, reviens. si la fréquence cardiaque d'un chat est à moins de 80 et qu'il y a une belle pression, qu'il y a eu de la Dex ou de la méthodomédine, il y a moins de 30 minutes, est-ce qu'on traite la bradycardie? Super bonne question. Fait que justement, pour côté mon propre algorithme de gestion de la bradycardie, on va gérer la bradycardie juste s'il y a trois affaires. OK? Si le patient il est hypotensif, donc bradycardie et hypotensif, on ne pose pas trop de questions, on va gérer. Dans ce cas-là, il n'est pas hypotensif. Parfait. Deuxième chose, ça cause des arythmies, souvent des bradyarrhythmies. Il est bradycardique et il est arythmique, fait que des blocs de branches, blocs de branches sont plus complexes, excusez-moi, mais des rythmes d'échappement, des blocs atrioventriculaires. Peu importe, donc des choses qui apparaissent à l'ECG pas normales ou même pas besoin de. C'est sûr que sans ECG, vous ne pourrez pas diagnostiquer d'arythmie, mais peut-être juste avec votre auscultation, le pouls ou au Doppler, vous entendez que ce n'est pas régulier. Et l'autre cause, souvent qu'on oublie, c'est si c'est sévère, sévère au point où c'est dangereux pour le patient. Et ça, il n'y a pas de chiffre absolu, mais ce que j'aurais tendance à dire en général, c'est si un patient est à moins de 50 de sa fréquence cardiaque normale. Donc, je ne dis pas ce chat-là, normalement, il est à 220 parce qu'il est stressé, donc en bas de 110, c'est sévère, c'est présent, mais je vous dirais un chat, c'est quoi, entre 160 puis 200? OK, ben, la valeur base de 160, mais la valeur base, c'est 160, moitié de 160, ça fait 80. N'importe où en bas de 80-90, il faut se dire que c'est une bradycardie sévère. Donc, pourquoi il est comme ça? Bon, ici, il y a eu de la Dexdo. Est-ce que c'est une question qu'il y a eu une très, très haute dose de Dexdo? Parce que même si les effets de la Dexdo ne sont pas linéaires avec la dose, il y a quand même un effet par rapport à la dose. Bien, ça pourrait être ça. Sinon, il est peut-être juste sensible. Donc, ici, si je décide de ne pas traiter, c'est une chose, mais je me préparerais. Il est tellement bas en fréquence que la seule chose que j'accepte pas, c'est qu'on fasse rien. Donc, c'est quoi se préparer? Mais c'est se rapprocher les drogues qu'on a besoin pour traiter ça. Aussi bas que ça, je pense que je me rapprocherai l'atropine. Et quand on dit qu'il a une belle pression, je traiterais si la pression elle est normale, normale, basse. Donc, s'il est bas, c'est surtraité. S'il est encore normal, il n'est pas hypertensif, let's go. On fait remonter ça, ça ne sera pas dommageable. Le seul point où j'attendrais peut-être voir, je traiterais, mais je serais dans cette zone grise-là, qui est normal qu'on ne soit pas trop sûr et dans le doute, au pire, traité, c'est s'il est hypertensif. S'il est hypertensif, ça veut dire qu'il est encore dans la vasoconstriction, l'effet vasoconstricteur du Dexdo. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous allez demander beaucoup de travail au cœur. Donc, en général, on peut peut-être juste se préparer à traiter, comme ça on ne se fera pas prendre 6 10 minutes davantage en fréquence, mais on va peut-être attendre de voir comment la pression, elle évolue. Et plus c'est bas, plus il faut être peut-être interventionniste. Mais comme je vous dis, c'est bradycardie sévère, hein, plus de 50 par rapport à une fréquence normale pour cette espèce-là et ce poids-là. Là. Parfait. J'irai avec la question de Dr. Cahouette. Est-ce qu'il y a une recommandation dans la vitesse de défilement pour le capno en comparaison avec celle de l'ECG ou de la courbe de SPO2? Excuse-moi, j'ai essayé de faire deux choses en même temps, ce que je suis vraiment pas capable de faire. Je lisais une question pendant que tu me le disais. Ah, Peux-tu OK, me le redire? Là? désolé, Non, non, désolé. non, 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 c'est moi qui s'excuse. OK, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui ont rentré. Là, Oui, j'essaie oui, de les oui. trier pour que ça soit le plus. Donc, est-ce qu'il y a une recommandation dans la vitesse de défilement pour le Ah oui. capno en comparaison avec celle de l'ECG ou de la courbe de SPO2? Parfait. En général, ce que vous voulez sur vos vitesses de défilement, puis ça dépend des moniteurs. Souvent, sur le CG, on va avoir 25 mm par seconde, 50 mm par seconde. Ce que vous allez vouloir faire sur le Capno, puis les vitesses dépendent d'un modèle, OK? Je pense qu'on a. Mais de mémoire, ça peut ressembler à ceux de l'ECG, puis tu pars du plus rapide et du plus lent. Moi, ce que j'aime, c'est avoir une vue d'ensemble. OK? Donc, j'aime ça souvent mettre mon capno un peu plus lent pour voir plusieurs respirations. Si c'est très, très étiré, c'est bon, je vois du détail, mais souvent, je vois juste comme deux expirations, si c'est des expirations lentes. Donc, j'ai tendance à diminuer la vitesse de défilement sur mon capno pour avoir peut-être plus d'informations. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Thomas mentionne, parlant d'arbre décisionnel, vous êtes à notre clinique ce vendredi, serait-il possible d'en avoir un pour l'hypotension? Si je ne me trompe pas, ce vendredi, je fais un cas dans une clinique. J'imagine que c'est de cette clinique-là qu'on parle. À ce moment-là, si je vais faire le cas, c'est sûr que pendant que je fais le cas, je vais être concentré à faire le cas là, avec l'équipe sur place. Par contre, après, si ça vous intéresse que mettons, je fasse une formation sur, mettons, arbre décisionnel hypotension, arbre décisionnel CO2, ça va me faire plaisir de le faire. C'est juste que, comme je vous dis, si, mettons, toi, Thomas, tu étais là aujourd'hui, tu te sens à l'aise, c'est une chose, mais la chose que vous allez réaliser, je pense, c'est pour ça que souvent il y a beaucoup de gens aux conférences d'anesthésie, c'est que c'est sûrement la spécialité où c'est le plus flou la différence entre vet et tech, right? Hein? Souvent, il y a des techs qui deviennent très, très bons en anesthésie, souvent meilleurs que certains des vets dans leur clinique et vice-versa. Fait que ce qui arrive, c'est que si, mettons, moi, je donne juste l'algorithme, puis que les gens de qui c'est la responsabilité légale de prendre des décisions qui sont les vets dans votre clinique, mais acceptent ou pas des choses, ça rend l'application très difficile. Puis comme je vous dis, malheureusement, je ne vois pas une bonne application de ces choses-là. Donc, avec une formation plus globale des gens qui font les procédures VET et Tech ensemble en équipe, je vois une bien meilleure collaboration, justement, duo VET-Tech, puis des bien meilleurs résultats aussi, là. Les questions continuent. J'en ai une ici. J'étais certaine qu'elle allait sortir avant, là, mais pour regarder pour l'achat d'un bon Ah, capnographe. ça, c'est une excellente question. Je vais y aller sommairement parce qu'il y a plusieurs modèles qui existent. Mais pour l'achat de n'importe quel équipement, ce qui est, si vous voulez mon avis, il y a plusieurs facteurs. Évidemment, c'est sûr et certain que si vous me dites, mais moi, Fred, j'ai 100$ pour un moniteur, ça va être simple. On va essayer de trouver ce qu'il y a à 100$, puis ça va valoir 100$. Ça se peut que ça dure 2 jours, ça se peut que ça dure 3 semaines, ça se peut que ça dure un an, mais c'est sûr que vous n'aurez pas de service, puis c'est sûr que dès que ça brise, ben, en général, ça doit être remplacé. Fait que je vous dirais, votre budget est super important, puis ça me fait plaisir si vous avez déjà des idées. Moi, je sais ce que je veux, voici mon budget, peux-tu me trouver la meilleure chose pour ce budget-là? J'offre ce service-là. Mais en gros, à part le budget, pour moi, la chose qui est la plus importante juste après, c'est vraiment le service après-vente. Puis c'est pas parce que je suis affilié avec qui que ce soit, moi, nous autres, là, je vais vous proposer tous les moniteurs qui existent, mais c'est parce que c'est des moniteurs qui sont fragiles souvent. Donc oui, la durabilité est importante, mais dès qu'ils brisent, vous avez zéro service après-vente, vous ramassez avec quelque chose que vous ne pouvez plus utiliser, puis là, vous ramassez sans monitoring, tandis qu'avec du service après-vente, ils vont vous envoyer souvent un truc de remplacement pendant qu'ils font la réparation. Il y a plusieurs réparations, autant pièces que temps qui vont être incluses avec votre achat. Donc, souvent, c'est niaiseux, mais d'investir un peu plus pour quelque chose que du service, à long terme, vous coûte quasiment moins cher parce que la qualité va durer plus longtemps et va inclure beaucoup de choses. Donc, je vous dirais que c'est ça qui est le plus important. Pour le capnographe précisément, je vous dirais que ça dépend de c'est quoi la technologie que vous voulez, mainstream versus side stream. Ça dépend de c'est quoi son utilisation. Si tu plus en dentisterie, si tu plus en procédure élective, OVH, castration. Fait que si vous avez des questions, écrivez-moi, ça me faire plaisir de checker ça avec vous. OK. On prend-tu une dernière? Une dernière, je pense que c'est bon. Parfait. Et dans le chat, c'est sur Débit l'oxygène. d'oxygène. Ah Oui. ouais, parfait, c'est bon. Est-ce que le débit d'oxygène a un impact sur le niveau d'isoflurane? Tout à fait. Si le débit d'oxygène est trop haut, faut-il avoir un niveau d'iso plus haut aussi? Non, en fait, c'est plus l'inverse. Fait que le débit d'oxygène, à part ramener de l'oxygène à votre patient, là, ce qui est déjà super, ce que ça fait d'autre, c'est que ça va, dans votre vaporisateur, pardon, quand il est ouvert, ça va aller capturer des petites molécules d'isoflurane, par exemple, puis ça va les amener vers votre patient. Sur un système Bain, le système, comme je l'ai montré, il est tellement simple que rapidement, là, c'est votre concentration d'isoflurane, admettons que vous avez mis 1,5% sur votre vaporisateur, ben, ça va être rapidement acheminé à votre patient à cette concentration-là. Donc, ce que vous pensez donner, c'est ce que vous donnez réellement. Sur le système circulaire, par contre, il faut faire attention. Quand on part le système circulaire ou quand on fait n'importe quel changement de concentration d'isoflurane, il faut augmenter beaucoup notre débit du 2, 3, 4 litres minute, parce que c'est tellement un gros système qu'il faut aller tellement saturer ce système-là en isoflurane avec un bon débit d'oxygène pour être capable finalement de donner ce qu'on pense qu'on donne. Sinon, des fois, on met ça à 1, 2, 1, 1,5, 2%. Je ne suis pas un gros fan du 2%, on pourra s'en reparler si jamais la plupart de vos patients sont à 2%. Mais vous le mettez haut, et pourtant, il reçoit du 0,3, 0,4, 0,5 pendant plusieurs longues minutes parce que ce n'est pas encore saturé. Okay? Donc, quand c'est trop bas, ça a un impact. Si c'est trop haut, ça ne va pas avoir un impact parce que les nouveaux vaporisateurs sont tous contrôlés, c'est pas le mot contrôlé, là, mais calibrés, c'est le mot que je cherchais. Calibré. Ils sont tous calibrés pour le range de débit que vous utilisez avec les débitmètres. Là. Ouais. All right. Puis je vois Parfait. Docteur Michaud qui avait une autre question. Ça me fait plaisir donc, le contrôle de température soit autant que la balle. Il me semble pas y mettre en phase.
Non, je suis d'accord. L'hypothermie, c'est sûrement une des complications qu'on sous-estime le plus. Puis ça va me faire plaisir si vous voulez m'écrire, là, puis qu'on regarde comment est-ce qu'on, dans votre clinique, on pourrait améliorer la gestion de l'hypothermie, là. Ça va me faire plaisir. C'est sûr que si on a des bonnes pressions aussi, ça peut aider des fois à mieux les réchauffer, mais c'est pas magique. Il faut avoir des modalités de réchauffement plus que juste une serviette sous le patient, là. Ouais. Merci à tout le monde, hein, pour Super. votre attention. Super Hey, apprécié. Vraiment toujours un plaisir. Puis encore, quoi? 94 personnes? ah, t'es incroyable. Vraiment, moi, je l'aurais Ben non, ben écouté toute la nuit. Mais je suis même pas prête. T'es fascinant, t'es non. drôle, t'es Merci. bon, c'est comme un suspense, là. Vraiment, t'es meilleur que les séries Netflix. Ben, C'est comme c'est ça. c'est gentil. En Tu tout vas cas, si pas vous Game of m'écoutez plus. Thrones, mais Ouais, il faut que je rattrape l'épisode d'hier, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Fait que merci Hélène pour la gestion aussi des questions. C'est vraiment un plaisir de faire des formations avec toi. Puis éventuellement, on fera peut-être une petite version. En tout cas, je propose ça de même, là. Mais une version un peu comme tu sais, les podcasts, souvent ils font une version live. Là. Ce qu'on pourrait se faire à un moment donné, là, c'est genre une petite version live où en tout cas, je lance ah ça de oui, oui, même. oui. Là. Hey, c'est une Mais bonne tu idée. Hey, sais, d'ailleurs, on a beau. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez? C'est le temps, là. On a oublié de le. Si, écrivez s'il y a des sujets que vous voulez, écrivez-le maintenant parce que ça va nous aider à le prochain qui va. On n'a pas de date encore. Ça va avoir lieu en septembre. ouais. Une, une Oups, idée en, une idée en passant, ouais, ECG revient souvent. Parfait, on peut faire une intro sur les ECG, ça c'est sûr et certain. Hypotension, c'est sûr et certain. Hypotension, je dirais que ce qui a le plus d'impact, c'est vraiment de voir par rapport à vos protocoles, puis comment on gère l'anesthésie intra aussi. Fait que je trouve que c'est très adapté d'une clinique à l'autre. Ça, c'est sûr et certain. ECG, parfait. Une autre suggestion que c'est sûr qu'éventuellement on va faire, c'est vous m'envoyez à l'avance quelques cas, puis on va tout garder ça anonyme, là. Quelques cas qui ont merdé, mettons. Moi, je les révise comme de manière indépendante, puis j'essaie de voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, tu sais, pour justement essayer d'aider notre cohorte, là, puis nos collègues à dire, ben, si vous vivez ça, voici ce que vous auriez pu faire. Fait que, parfait, ça me donne des idées. On fait relâche en nous, puis on se revoit en septembre avec un grand plaisir. Puis comme je vous dis, n'hésitez pas à nous écrire. En plus, là, j'ai Val qui se met de la partie. Je pense qu'on va avoir bien du fun. Puis ça se rend, je vous dirais que l'automne est pas mal saturé en présentation, mais avec Val, je vais pouvoir libérer d'autres journées de formation. Fait qu'hésitez pas à m'écrire, là. Au pire, on va se trouver une date ensemble. super. Hey, merci beaucoup, vraiment, Frédéric. Là, c'est un plaisir d'animer, c'est puis d'écouter. Puis vraiment, ça pourrait devenir une passion, l'anesthésie. Ah, À tous, je vous souhaite un beau mois de juillet. Profitez-en du temps avec les enfants, les amis, la famille ou tout simplement tout seul sur une île déserte, ça fait du bien aussi. Et puis, ah, gars, il y a d'autres sujets qui rentrent là, Frédéric. Et puis, tu te rappelles, donc, on fait relâche où vous allez recevoir l'invitation, soit dans les groupes Facebook, par courriel. Et ceux qui ont été là ce soir, vous allez recevoir un genre d'attestation là, pour ça, c'est pour les vêtements pour que vous puissiez mettre dans votre dossier. Et puis, ceux qui l'écoutent en différé, vous prenez le lien URL et vous le mettez dans votre dossier, comme quoi ça sert de preuve. Donc, merci beaucoup, bonne fin de merci à toi. soirée Bonne fête de et soirée. à bientôt.